La pluie ne tombait pas, elle se déchaînait. Un rideau d'eau glacial et furieux qui s'abattait sur les toits de la Croix-Rousse, transformant les rues en pentes de lion, en torrents sombres où dansaient les reflets des lampadaires. C'était une de ces nuits d'octobre où l'automne cessait de murmurer pour se mettre à hurler, et le cri du vent dans les ruelles étroites semblait être le prolongement de celui qui était coincé dans la gorge d'Élise Moreau. « C'est fini, Élise ». Les mots de Julien, prononcés à peine une heure plus tôt, résonnaient encore dans son esprit, plus assourdissants que l'orage. Ils avaient été lâchés avec une simplicité désarmante, une froideur chirurgicale qui avait anéanti 5 ans de vie commune. 5 ans de matins paresseux dans leur petit appartement sous les toits, de projets d'avenir esquissés sur des nappes en papier, de rires partagés devant les toiles qu'elle peignait dans un coin du salon. Tout cela, balayé par 3 mots. La trahison avait un visage, celui d'une collègue de bureau dont Élise avait entendu le nom distillé au fil des conversations, un nom qui, rétrospectivement, portait déjà en lui les germes du désastre. La confirmation était venue par un message oublié sur l'ordinateur, un échange de mots doux et de promesses qui n'étaient pas pour elle. La confrontation avait été brève, presque clinique. Julien n'avait pas nié. Il n'avait même pas eu la décence de paraître coupable, juste las. Fatigué d'une comédie qu'il ne voulait plus jouer. « Prends tes affaires, je ne veux pas que tu sois encore là quand je reviendrai. » Il n'était pas revenu. Il était simplement resté là, les bras croisés, à la regarder jeter pêle-mêle dans un sac à dos quelques vêtements, son carnet de croquis et les tubes de peinture qui étaient le prolongement de ses mains. Chaque objet qu'elle touchait semblait la brûler. Le mug qu'il lui avait offert, l'écharpe qu'elle lui avait tricotée, la photo d'eux souriant sur une plage de Normandie, des fragments d'un bonheur qui venait de voler en éclats. Puis, le coup de grâce. Sur le palier, alors que la porte était déjà à moitié refermée sur son visage, il avait ajouté « Les clés, Élise ». Elle les avait laissées tomber dans sa main tendue, un cliquetis métallique qui avait sonné comme le point final de leur histoire. Le son du verrou tournant dans la serrure l'avait pétrifiée un instant, avant que le froid du couloir ne la saisisse violemment. Maintenant, elle marchait, sans but, sans direction. La rue des Capucins n'était plus qu'un tunnel sombre et humide. L'eau s'infiltrait à travers son manteau, collant son pull à sa peau. Ses cheveux, d'un châtain profond qu'elle aimait laisser libres, étaient plaqués sur son visage, et les larmes qu'elle ne cherchait plus à retenir se confondaient avec les gouttes de pluie. Son téléphone, bien sûr, était mort. La batterie l'avait abandonné quelques minutes avant le cataclysme, comme un présage ironique de sa propre déconnexion du monde. Elle n'avait personne à appeler à Lyon. Sa famille était à Saint-Étienne, un monde trop lointain pour être atteint ce soir. Ses amis étaient leurs amis, un cercle brisé dont elle ne savait plus à qui se fier. Elle était une île déserte au milieu d'un océan déchaîné. Une artiste de 29 ans, professeure d'art plastique dans une école municipale où elle tentait d'insuffler un peu de beauté dans le quotidien d'enfants parfois difficile. Une femme qui croyait en la puissance des couleurs et des formes pour réparer les âmes, mais qui se retrouvait ce soir dans un monde en noir et blanc, totalement fracturé. Ses pieds la guidaient machinalement sur les pavés glissants, ces fameux pavés lyonnais qui avaient vu tant d'histoires. La sienne venait de s'achever de la plus sordide des manières. La douleur était une chose physique, une oppression dans sa poitrine qui rendait chaque inspiration difficile. C'était l'humiliation qui la rongeait le plus, être jetée dehors comme un objet devenu encombrant. Le mépris dans le regard de Julien l'avait plus blessée que la trahison elle-même. Un frisson la parcourut, non seulement dû au froid, mais à la peur. La nuit était profonde, la ville indifférente. Elle était seule, vulnérable. L'idée de trouver un hôtel lui traversa l'esprit, mais le peu d'argent qu'elle avait dans son sac suffirait à peine. Et après, demain, le mot même semblait une montagne infranchissable. Absorbée par son désespoir, elle ne vit pas la voiture. Une berline noire, lustrée, silencieuse comme une panthère, qui fendait la pluie avec une élégance surréaliste dans ce décor de fin du monde. Elle s'arrêta doucement à sa hauteur, sans le moindre crissement de pneus. Le son du moteur était un ronronnement grave, presque apaisant.
La vitre teintée côté passager s'abaissa avec un léger sifflement, révélant une obscurité d'où émergea une voix d'homme, grave, calme, posée. Une voix qui tranchait radicalement avec le chaos de la tempête et le tumulte de son cœur. « Madame, vous allez bien? Vous avez besoin d'aide ?» Élise s'arrêta net, surprise. Elle leva la tête, ses yeux rougis et embués de larmes rencontrant l'intérieur sombre du véhicule. Elle ne distinguait qu'une silhouette, nette et imposante, le col d'un manteau sombre, une mâchoire carrée à peine éclairée par la lueur du tableau de bord. Il y avait dans cette voix une autorité naturelle, mais dénuée de toute agressivité. C'était une préoccupation sincère, une question simple qui, dans l'abîme de sa solitude, résonna comme une bouée de sauvetage lancée au milieu de l'océan. Elle resta silencieuse, incapable de formuler une réponse. Les mots s'étaient figés dans sa gorge. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était hocher négativement la tête, un mouvement à peine perceptible, un mensonge pathétique que son apparence démentait cruellement. L'inconnu ne sembla pas convaincu. La portière s'ouvrit. Un homme grand en sortit. Un parapluie noir s'ouvrant au-dessus de sa tête en un clic sec. Il s'approcha d'elle, la protégeant de la pluie battante, et pour la première fois, elle put voir son visage. Des traits intenses, un regard pénétrant qui ne la jugeait pas, mais semblait sonder directement la profondeur de sa détresse. Il portait un costume impeccable, sous un long manteau de cachemire, une apparition d'un autre monde, sur ce trottoir misérable. « Permettez-moi d'insister, dit-il, sa voix toujours aussi calme. Personne ne devrait rester sous un déluge pareil. Laissez-moi au moins vous conduire quelque part au sec. » Élise sentit une nouvelle vague de larmes monter. Ce n'était plus la tristesse ni la colère. C'était la bonté inattendue de cet étranger, une simple lueur d'humanité dans la nuit la plus sombre de sa vie. Elle ne savait pas qui il était, ni ce qu'il voulait, mais en cet instant, transi de froid et le cœur en miettes, la promesse d'un abri, même temporaire, était la seule chose qui comptait. Le temps parut se suspendre sous le dôme noir du parapluie. Le bruit de la pluie s'était transformé en un tambourinement sourd sur la toile tendue, un son protecteur qui isolait Élise et l'inconnu du reste du monde déchaîné. Elle le regarda, essayant de déchiffrer les intentions derrière ce geste de pure et simple courtoisie. Il n'y avait rien de prédateur dans son regard, seulement une inquiétude tranquille et une patience infinie. C'est cette patience qui la désarma. Julien n'avait jamais été patient. Sans un mot, elle fit un pas hésitant vers la voiture. Ce n'était pas un choix rationnel. La rationalité avait déserté son esprit en même temps que la chaleur avait quitté son corps. C'était un acte de pure survie, l'instinct d'un animal transi qui se dirige vers la seule source de chaleur dans un paysage de glace. Il lui tint la portière ouverte et elle se glissa sur le siège passager. Le cuir souple et frais sous ses doigts, l'odeur discrète de bois précieux et de propre, le silence presque absolu qui l'enveloppa dès que la lourde portière se referma sur le tumulte extérieur. Tout cela appartenait à un univers qui n'était pas le sien. C'était un cocon de luxe et de calme, un abri si parfait qu'il en devenait intimidant. L'homme reprit sa place derrière le volant, secouant légèrement son parapluie avant de le replier. La lumière du tableau de bord éclaira plus distinctement son profil. Des cheveux sombres coupés courts, une ligne de mâchoire nette, un nez droit. Il devait avoir la trentaine bien entamée, peut-être 35 ou 36 ans. Il dégageait une aura de contrôle, de maîtrise de soi, qui contrastait violemment avec le chaos qui régnait en elle. Il démarra sans un mot, et la voiture glissa sur l'asphalte détrempé avec une fluidité irréelle. Le chauffage se mit en marche, soufflant un air doux et chaud sur ses mains et ses jambes gelées. Élise sentit ses muscles, contractés par le froid et l'angoisse, commencer à se détendre imperceptiblement. Elle regardait les rues de sa ville défiler derrière la vitre, les gouttes de pluie dessinant des arabesques mouvantes sur le verre. C'était la même ville, mais vue depuis cet habitacle, elle semblait lointaine, étrangère. « Où puis-je vous déposer ?» demanda-t-il enfin, sa voix ne brisant pas le silence, mais s'y intégrant harmonieusement. La question, si simple, si banale, la frappa de plein fouet. Où? Elle n'avait nulle part où aller. Le mot « chez moi » n'existait plus.
L'appartement de la Croix-Rousse était déjà un souvenir empoisonné. Ses amis, elle ne pouvait pas leur imposer ça au milieu de la nuit, avec des explications qu'elle n'avait pas la force de donner. Une boule se forma dans sa gorge. « Je ne sais pas », murmura-t-elle, la voix brisée. Elle se détesta pour cette faiblesse, pour ce son pathétique qui venait de s'échapper d'elle. Elle fixa ses genoux, les mains crispées sur son sac à dos trempé, sentant le poids du regard de l'homme sur elle. Elle s'attendait à de l'impatience, peut-être un soupir agacé. Au lieu de cela, il y eut un autre silence, plus court cette fois-ci, un silence de réflexion. « Très bien », dit-il simplement, comme s'il venait de résoudre une équation complexe. Il changea de direction, quittant les rues sinueuses des pentes, pour s'engager sur les quais, longeant une Saône invisible dans la nuit. « Je m'appelle Gabriel Lefebvre », annonça-t-il comme pour combler le vide. « Je suis de passage à Lyon pour quelques jours. Je séjourne à l'hôtel. » Il y avait une proposition implicite dans ses paroles, mais formulée avec une telle délicatesse qu'elle ne paraissait ni déplacée ni menaçante. Élise releva la tête, croisant son regard dans le rétroviseur. Ses yeux étaient sombres, sérieux. « Je ne peux pas accepter une... » commença-t-elle, par réflexe, par fierté. « Vous n'avez rien à accepter, » la coupa-t-il doucement. « Je ne vous propose pas ma chambre. Je vous propose de vous en faire préparer une. Vous avez besoin de vous mettre au sec, de dormir dans un lit chaud. Demain, à la lumière du jour, tout vous paraîtra différent. » Il y avait une logique implacable dans ses propos. Demain. Il parlait de demain comme d'une certitude, alors que pour elle, ce mot était un abîme. La voiture commença à grimper la colline de Fourvière, la basilique illuminée apparaissant et disparaissant entre les arbres comme un vaisseau fantôme. Bientôt, ils arrivèrent devant un portail imposant qui s'ouvrit sur une cour intérieure. La Villa Florentine. Élise connaissait l'endroit de réputation. Un ancien couvent transformé en l'un des hôtels les plus luxueux de la ville, avec une vue imprenable sur tout Lyon. Un monde à des années-lumière de son quotidien. Un voiturier s'empressa de venir leur ouvrir. Gabriel lui tendit les clés avec un simple « Merci, Thomas » et guida Élise à l'intérieur, son parapluie de nouveau déployé au-dessus d'elle. Le lobby était un havre de paix, des murs de pierre, un feu crépitant dans une cheminée monumentale, des fauteuils profonds et une lumière tamisée. Le contraste avec la tempête du dehors était saisissant. Élise se sentit terriblement déplacée dans ses vêtements trempés, son sac à dos dégoulinant sur le marbre poli. Gabriel s'adressa à la réceptionniste avec une aisance déconcertante. Quelques mots chuchotés, une carte de crédit présentée discrètement et une clé magnétique lui fut remise. Tout s'était fait avec une efficacité et une discrétion qui la laissèrent sans voix. Il la conduisit jusqu'à un ascenseur, puis le long d'un couloir au silence feutré. Il s'arrêta devant une porte et y inséra la carte. Un petit clic, une lumière verte. « Voici votre chambre », dit-il en poussant la porte. « J'ai demandé qu'on vous montre de quoi vous changer, quelque chose de confortable, et un repas chaud. » La chambre était magnifique, spacieuse, décorée avec un goût exquis, dominée par un immense lit aux draps blancs immaculés. Une large baie vitrée donnait sur les lumières scintillantes de la ville sous la pluie. C'était un sanctuaire. Élise resta sur le seuil, incapable de faire un pas de plus. C'était trop. Trop de gentillesse, trop de luxe, trop de décalage avec la brutalité de ce qu'elle venait de vivre. Gabriel sembla comprendre. Il resta dans le couloir, ne franchissant pas le seuil. « Reposez-vous, ne pensez à rien. La nuit porte conseil, comme on dit. » Il marqua une pause, puis ajouta, son regard se faisant presque doux. « Quel est votre prénom ?»« Élise, » répondit-elle, sa voix à peine audible. « Reposez-vous bien, Élise. » Sur ces mots, il referma doucement la porte, la laissant seule dans le silence et la chaleur de cette chambre d'hôtel improbable. Le bruit de ses pas s'éloigna dans le couloir. Élise resta immobile un long moment, écoutant le son de son propre cœur qui battait la chamade. Puis, lentement, elle fit quelques pas et laissa son sac à dos glisser au sol. Elle s'approcha de la fenêtre et posa son front contre la vitre froide. De là-haut, la ville semblait une toile abstraite, une constellation de lumière indifférente. La colère et la tristesse étaient toujours là, tapies au fond d'elle,
mais elles étaient maintenant recouvertes d'une fine couche d'incrédulité et d'une étrange, infime parcelle de gratitude. Qui était cet homme, cet ange tombé du ciel au milieu de son enfer personnel? Et pourquoi avait-il fait tout ça pour une parfaite inconnue trempée par la pluie? Le sommeil ne vint pas tout de suite. Il resta en lisière de sa conscience, un territoire convoité mais inaccessible. Élise resta longtemps sous la douche, laissant l'eau brûlante ruisseler sur sa peau glacée, comme pour tenter de laver non seulement la pluie et le froid, mais aussi la souillure de l'humiliation. Chaque parcelle de son corps semblait endolorie, comme si la violence des émotions s'était muée en une douleur physique, diffuse et persistante. En sortant, elle trouva posé sur le lit un peignoir d'une blancheur et d'une douceur incroyables, ainsi qu'un ensemble de vêtements simples, un pantalon de jogging en coton gris et un t-shirt noir. C'était manifestement trop grand pour elle, mais propre, sec et réconfortant. Un plateau repas l'attendait sur une petite table près de la fenêtre, une soupe de potimarron fumante, du pain frais et un morceau de fromage. Elle mangea sans faim, mécaniquement, simplement parce que son corps en avait besoin. Le goût des aliments lui semblait lointain, altéré. Ses sens étaient anesthésiés, protégés par une épaisse couche de choc. Une fois le repas terminé, elle se glissa sous les draps frais et immaculés. Le lit était immense, elle aurait pu s'y perdre. Pendant 5 ans, elle avait dormi dans un espace confiné, son corps habitué à la présence de celui de Julien. Ce vide à ses côtés était un gouffre. Les images de la soirée défilaient en boucle dans son esprit. Le visage de Julien, déformé par une indifférence cruelle. La porte qui se ferme, la pluie, et puis ce visage, celui de Gabriel Lefebvre, un visage qui ne s'accordait pas avec le reste du tableau. Il était un élément étranger, une anomalie dans le scénario de son effondrement. Sa générosité était si démesurée, si inattendue, qu'elle en devenait suspecte. Était-ce de la pitié, une bonne action pour soulager sa conscience de privilégiée, ou y avait-il autre chose, une intention cachée qu'elle n'avait pas su déceler? Elle se tourmenta avec ces questions jusqu'à ce que l'épuisement finisse par l'emporter, la plongeant dans un sommeil lourd, sans rêve. Elle fut réveillée par un rayon de soleil timide qui filtrait à travers les rideaux. La tempête était passée. Le ciel, lavé par la pluie, était d'un bleu pâle et fragile. Lyon s'étendait à ses pieds, paisible et doré sous la lumière matinale. Pendant une seconde fugace, elle oublia. Elle se sentit comme une touriste en voyage, avant que la réalité ne la rattrape avec la brutalité d'un coup de poing dans le ventre. Elle n'était pas en vacances. Elle était une sans-abri hébergée par un inconnu. Une angoisse sourde la saisit. Que devait-elle faire maintenant? Appeler sa mère? Elle repoussa l'idée. Elle ne voulait pas de la pitié, ni des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Elle devait affronter la situation seule. La première étape était de remercier son bienfaiteur et de partir, disparaître de sa vie aussi vite qu'elle y était entrée. Elle prit une profonde inspiration et se leva. Après s'être habillée avec ses propres vêtements, encore un peu humides mais portables, elle plia soigneusement ceux qu'on lui avait prêtés et les posa sur le lit. Elle jeta un dernier regard à la chambre, ce havre de paix temporaire, puis ouvrit la porte. Elle ne savait pas comment le trouver. Devait-elle demander à la réception? L'idée la mettait mal à l'aise. Comme si le destin avait entendu ses pensées, elle le vit au bout du couloir, sortant d'une autre chambre. Il était déjà habillé pour sa journée, un pantalon de flanelle gris, une chemise blanche impeccable, sans cravate. Ses cheveux étaient légèrement humides, et il tenait une tablette à la main. Il leva les yeux et la vit. Une expression indéchiffrable traversa son visage pendant une fraction de seconde avant de se muer en un léger sourire. « Bonjour, Élise. J'espère que vous avez bien dormi. »« Oui, merci, très bien, » mentit-elle. « Je voulais vous remercier pour tout, pour hier soir. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Les mots lui semblaient faibles, inadéquats pour exprimer l'immensité du service qu'il lui avait rendu. « C'était la moindre des choses, » répondit-il en s'approchant. « Venez, prenez un café avec moi, si vous avez le temps. » C'était une invitation, pas un ordre, mais formulée avec une assurance qui rendait le refus difficile. Elle hocha la tête, se sentant à la fois intimidée et curieusement rassurée par sa présence.
Ils descendirent en silence jusqu'au restaurant de l'hôtel, une magnifique salle voûtée qui donnait sur un jardin intérieur. Ils s'installèrent à une table près d'une baie vitrée. Le soleil matinal baignait la pièce d'une lumière douce. Un serveur s'approcha, et Gabriel commanda 2 cafés et des croissants, sans même lui demander son avis. Étrangement, cela ne la dérangea pas. Il y avait une sorte de réconfort à laisser quelqu'un d'autre prendre les décisions, même les plus insignifiantes, après avoir eu l'impression de perdre le contrôle de toute sa vie. Alors, commença-t-il après le départ du serveur, son regard posé sur elle. Ce n'était pas un regard inquisiteur, mais plutôt attentif. La lumière du jour a-t-elle tenu ses promesses? Élise baissa les yeux sur ses mains qu'elle tordait nerveusement sur ses genoux. La pluie s'est arrêtée. C'est déjà ça. Il y eut un silence. Il ne la pressait pas de parler, de se confier. Il attendait. C'est cette absence de pression qui, paradoxalement, lui donna envie de parler. « Mon petit ami m'a mise à la porte », lâcha-t-elle d'une voix neutre, comme si elle parlait de quelqu'un d'autre. « Il m'a trompé. C'était notre appartement, ou plutôt le sien, apparemment. » Elle avait prononcé ces phrases sans la moindre inflexion de voix, mais elle sentit ses yeux s'embuer. Elle cligna rapidement des paupières pour chasser les larmes. Gabriel ne dit rien pendant un instant. Il ne prononça aucune des banalités réconfortantes qu'elle redoutait. Pas de « je suis désolé pour vous » ou de « ça va aller ». Il se contenta de hocher la tête comme s'il enregistrait une information factuelle. « C'est un lâche », dit-il finalement, sa voix dénuée de tout jugement, mais empreinte d'une certitude froide. Cette simple phrase, si directe, si inattendue, eut un effet surprenant sur Élise. Elle la valida. Elle ne la plaignait pas. Elle condamnait l'acte. C'était exactement ce dont elle avait besoin d'entendre. Une bouffée de gratitude la submergea de nouveau. Le serveur apporta leur commande. L'odeur du café chaud et du beurre frais des croissants était réconfortante. Élise saisit sa tasse, ses mains tremblant légèrement. « Je dois vous laisser », dit-elle après avoir bu une gorgée. « J'ai déjà abusé de votre gentillesse. Je vais trouver une solution. »« Quelle solution ?» demanda-t-il, son ton toujours aussi pragmatique. « Vous avez un endroit où aller ? Je vais appeler ma mère, trouver un hôtel abordable. Je ne sais pas encore. » Il la regarda, puis son regard se porta sur la ville en contrebas. « Je suis à Lyon, jusqu'à la fin de la semaine. La chambre est payée pour cette durée. Considérez-la comme la vôtre. Le temps de vous retourner, de réfléchir sans urgence. » Élise ouvrit la bouche pour protester, mais il leva une main pour l'arrêter. « Ce n'est pas de la pitié, Élise, c'est de la simple logique. Prendre des décisions importantes dans la précipitation est le meilleur moyen de commettre des erreurs. Vous avez besoin de temps et d'un espace sûr. Je vous offre les deux, sans aucune contrepartie. » Son regard revint se poser sur elle. Il était intense, presque hypnotique. « J'ai une journée chargée, une conférence à donner cet après-midi. Mais ce soir, si vous le souhaitez, nous pourrions dîner ensemble. Vous pourriez me parler un peu de vous. Si vous en avez envie, bien sûr. » Élise était abasourdie. Ce qu'il proposait était insensé. Rester dans cet hôtel de luxe, aux frais d'un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques heures, et dîner avec lui. Et pourtant, l'alternative était de se retrouver à nouveau dans la rue, avec son sac à dos et son cœur brisé. L'alternative était le chaos. Ici, il y avait l'ordre, le calme, la sécurité. Elle pensa à son art, à la façon dont les couleurs les plus opposées, lorsqu'elles sont juxtaposées correctement, peuvent créer une harmonie inattendue. Gabriel Lefebvre était l'opposé de tout ce qu'elle connaissait. Il était le noir profond à côté de son rouge passion, le gris béton à côté de son bleu ciel. Mais peut-être que cette rencontre, née de la disharmonie d'une nuit d'orage, pouvait créer quelque chose d'autre. Peut-être, juste peut-être, que pour la première fois depuis des années, elle pouvait se permettre d'accepter l'aide de quelqu'un sans se sentir redevable. « D'accord », dit-elle doucement, surprise par sa propre décision. Pour le dîner, un sourire presque imperceptible étira les lèvres de Gabriel. « Parfait. Rendez-vous dans le lobby à 20h. » La journée s'étira devant Élise comme une toile blanche et intimidante. Après le départ de Gabriel, le silence de l'hôtel de luxe retomba sur elle, plus assourdissant que la tempête de la veille.
Elle se sentait comme une pièce rapportée, un personnage égaré dans un décor qui n'était pas le sien. Chaque objet, du lourd rideau de velours à la robinetterie design de la salle de bain, semblait lui murmurer qu'elle n'était pas à sa place. Elle erra dans la chambre, fit et refit le lit déjà impeccable, toucha du bout des doigts la texture d'un coussin comme pour se convaincre de la réalité de sa situation. C'était un cocon, certes, mais un cocon doré dont elle avait peur de devenir prisonnière. Rester ici toute la journée était impensable. Ce serait comme mariner dans son propre malheur, laisser les fantômes de la veille la dévorer vivante. Elle devait sortir, respirer l'air de la ville, se confronter au monde extérieur pour ne pas sombrer. Retourner à la Croix-Rousse était hors de question. Le quartier était devenu un territoire hostile, miné de souvenirs. Elle avait besoin d'un lieu neutre, un sanctuaire où elle pourrait se sentir elle-même, ne serait-ce que pour quelques heures. L'idée lui vint comme une évidence. Le musée des beaux-arts. L'art avait toujours été son refuge. Enfant, elle passait des heures dans les musées de Saint-Étienne, s'inventant des histoires devant les tableaux des maîtres. Plus tard, c'était devenu sa vocation, sa manière de dialoguer avec le monde. L'art ne jugeait pas, il offrait. Il montrait la beauté dans la douleur, la force dans la vulnérabilité. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Elle enfila ses baskets, attrapa son sac à dos qui contenait son bien le plus précieux, son carnet de croquis, et quitta la chambre sur la pointe des pieds, comme si elle craignait de déranger l'ordre établi. Descendre la colline de Fourvière à pied fut une épreuve et une libération. Le vent frais sur son visage la revigorait, et l'effort physique calmait le tumulte de ses pensées. Lyon, sous le soleil d'automne, était resplendissante. Les façades ocres du vieux Lyon, les eaux calmes de la Saône, tout semblait si paisible, si indifférent à son drame personnel. C'était à la fois cruel et réconfortant. Sa vie était en ruine, mais le monde, lui, continuait de tourner. Une fois arrivée sur la place des terreaux, elle sentit une forme d'apaisement, la majesté de l'hôtel de ville, la fraîcheur de la fontaine Bartholdi, l'imposante façade du musée. C'était un décor familier, un point d'ancrage. Elle paya son entrée et pénétra dans les vastes salles silencieuses. L'odeur de la cire et du temps la saisit immédiatement. Elle laissa ses pas la guider, sans but précis, se laissant imprégner par l'atmosphère. Elle s'arrêta longuement devant les toiles de Rubens, subjuguée par la puissance des corps, la dramaturgie de la lumière. Puis elle déambula parmi les impressionnistes, se perdant dans les touches de couleurs de Monet et de Pissarro. Mais c'est dans une salle plus sombre, devant un tableau du Caravage, qu'elle se sentit véritablement comprise. La violence du clair-obscur, cette lumière crue qui jaillissait des ténèbres pour révéler un visage, une main, un instant de vérité brutale. Cela faisait écho à sa propre nuit. L'irruption de Gabriel dans l'obscurité de sa détresse. Une lumière inattendue, presque aveuglante. Assise sur une banquette de velours, elle sortit enfin son carnet et un fusain. Elle ne dessina pas les œuvres, elle dessina les gens qui les regardaient. Un vieil homme, le dos voûté, contemplant un paysage avec une nostalgie palpable. Un couple d'amoureux se tenant la main devant une sculpture de Rodin. Une jeune étudiante prenant frénétiquement des notes, le front plissé par la concentration. Elle captait les émotions, les connexions silencieuses entre l'humain et l'art. Dessiner la recentrait, lui rappelait qui elle était. Pas la femme abandonnée sous la pluie, mais Élise Moreau, l'artiste. Celle qui observe, qui ressent et qui transforme cette matière brute en quelque chose d'autre. Pendant quelques heures, elle oublia tout. Il n'y avait plus que le grain du papier sous ses doigts et les vies silencieuses qui se déroulaient devant ses yeux. Quand elle quitta le musée en fin d'après-midi, elle se sentait différente, pas guérie, loin de là. La blessure était encore à vif. Mais elle avait retrouvé un semblant de socle, une minuscule parcelle de son identité qui n'avait pas été balayée par l'ouragan. En rentrant à l'hôtel, le sentiment d'étrangeté la saisit de nouveau. Le portier la salua avec un « Bon retour, Madame Moreau », qui la fit sursauter. Madame Moreau, c'était son nom, mais prononcé dans ce contexte, il sonnait faux.
En arrivant devant la porte de sa chambre, elle remarqua une housse à vêtements en tissu siglée d'une marque qu'elle ne connaissait pas, suspendue à la poignée, avec une petite note cartonnée. Son cœur se serra. Elle reconnut l'écriture nette et anguleuse de Gabriel. « Élise, j'ai pensé que vous n'aviez peut-être pas eu l'occasion de prendre tout ce dont vous aviez besoin. J'espère que cela vous plaira. Aucune obligation, bien sûr. C'est simplement pour que vous vous sentiez plus à l'aise ce soir, Gabriel. » Avec des mains tremblantes, elle décrocha la housse et l'emporta à l'intérieur. Elle l'ouvrit avec une sorte d'appréhension. À l'intérieur, une robe, simple, élégante, d'une coupe parfaite. Elle était d'un bleu nuit profond, presque noir, dans un tissu fluide qui semblait doux au toucher. Il n'y avait ni paillettes, ni fioritures, juste une sophistication discrète qui la laissa sans voix. Comment avait-il pu? Comment avait-il deviné sa taille, ses goûts? C'était à la fois un geste d'une délicatesse inouïe et une intrusion déconcertante. Il anticipait ses besoins, prenait les choses en main avec une efficacité redoutable. C'était troublant. L'heure du dîner approchait. Elle prit une douche rapide et, après une longue hésitation, décida d'enfiler la robe. En la passant, elle eut l'impression de revêtir une nouvelle peau. Le tissu glissa sur son corps, épousant ses formes sans la contraindre. Elle se regarda dans le grand miroir de la salle de bain. La femme qui lui faisait face n'était pas celle de la veille. Ses yeux étaient encore cernés, son sourire fragile, mais la robe lui donnait une contenance, une dignité qu'elle pensait avoir perdue. Le bleu profond faisait ressortir la chaleur de ses cheveux châtains et la pâleur de sa peau. Elle se sentait belle. Une sensation qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. À 20 heures précises, elle prit une profonde inspiration. Son cœur battait un peu trop vite. Elle n'allait pas à un rendez-vous galant. C'était un dîner avec son sauveteur, un homme d'un autre monde qui, pour une raison qui lui échappait encore, avait décidé de la prendre sous son aile. Elle se sentait vulnérable, mais aussi curieusement forte. Elle n'était plus seulement la victime d'une trahison. Elle était aussi une femme qui avait passé l'après-midi à dialoguer avec des chefs-d'œuvre et qui s'apprêtait à dîner avec un mystérieux PDG dans l'un des plus beaux hôtels de Lyon. L'absurdité de la situation lui arracha un petit rire nerveux. Lissant une dernière fois le tissu de sa robe, elle ouvrit la porte. Gabriel l'attendait dans le lobby, non pas assis dans l'un des fauteuils profonds, mais debout près de la grande cheminée où crépitait un feu doux. Il avait troqué sa tenue de jour pour un costume sombre, taillé à la perfection, porté sur une chemise d'un blanc éclatant, sans cravate. L'ensemble était à la fois formel et décontracté, une élégance naturelle qui semblait être sa seconde nature. Il ne regardait pas son téléphone, ne parcourait aucun document. Il observait simplement les flammes danser, l'air pensif, presque mélancolique. Lorsqu'il leva les yeux et la vit descendre les quelques marches qui menaient au salon, son expression changea. La mélancolie laissa place à une admiration non dissimulée. Son regard parcourut sa silhouette, s'attardant un instant sur la robe bleu nuit, et un sourire sincère, le premier qu'elle voyait vraiment, illumina son visage. Ce n'était pas un sourire de séducteur, mais quelque chose de plus authentique, une appréciation pure. « Élise !» dit-il simplement, sa voix plus grave que dans son souvenir. « Vous êtes magnifique, la robe vous va à la perfection. » Un flot de chaleur monta aux joues d'Élise. Elle se sentit rougir comme une adolescente. « C'est très généreux de votre part. Vous n'auriez pas dû. »« Je suis ravi de l'avoir fait, » répondit-il en s'approchant. Il lui tendit le bras. « Allons-y, j'ai réservé une table. » Elle hésita une fraction de seconde avant de glisser sa main dans le creux de son coude. Le contact du tissu fin de sa veste était agréable, et elle sentit la chaleur de son bras à travers l'étoffe. C'était un geste d'une courtoisie d'un autre âge, qui la fit se sentir à la fois protégée et terriblement consciente de sa proximité. Ils ne dînèrent pas dans le grand restaurant de l'hôtel, mais dans un espace plus intime, une sorte de salon privé avec seulement quelques tables, offrant une vue panoramique sur la ville illuminée. La table qui leur était réservée était la meilleure, dans un coin près de la baie vitrée. De là, Lyon semblait une mer de diamants jetés sur un velours noir. Le dîner se déroula avec une facilité surprenante.
Gabriel possédait l'art de mettre les gens à l'aise. Il ne posa aucune question sur Julien, sur la rupture, sur les détails sordides de la veille. Au lieu de cela, il l'interrogea sur sa passion. « Vous êtes artiste, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, après qu'ils eurent commandé. « Votre sac à dos, il y avait des taches de peinture dessus, et j'ai vu un carnet de croquis. » Élise fut surprise par son sens de l'observation. « Oui, je peins, et j'enseigne les arts plastiques dans une école de Vaux-en-Velin. » Le visage de Gabriel s'illumina d'un intérêt sincère. « Parlez-moi de votre travail, pas celui de professeur, celui de l'artiste. Qu'est-ce qui vous inspire ?» Personne ne lui avait posé cette question avec une telle franchise depuis longtemps. Julien avait toujours considéré sa passion comme un hobby charmant, un passe-temps qui ne rapportait pas assez d'argent. Il ne s'y était jamais vraiment intéressé. Face à la curiosité non feinte de Gabriel, Élise se sentit soudainement à l'aise pour parler de ce qui la faisait vibrer. « Je suis fascinée par les détails, » commença-t-elle, cherchant ses mots. « Les choses que les gens ne voient pas, la façon dont la lumière frappe un mur de briques à une certaine heure de la journée, la texture d'une main âgée, une fissure dans le trottoir qui ressemble à une carte géographique. Je crois qu'il y a une histoire dans chaque fragment. Une beauté cachée dans l'imperfection. Mon travail, c'est d'essayer de capturer ces moments, de les extraire du quotidien pour les montrer aux autres. » Elle parla de sa fascination pour les traboules lyonnaises, ces passages secrets qui reliaient les rues et de la façon dont elle aimait y peindre les jeux d'ombre et de lumière. Elle lui parla de son projet de série sur les visages des artisans de la Croix-Rousse, ces tisserands, ces créateurs dont les mains racontaient des générations de savoir-faire. Gabriel l'écoutait avec une attention totale, le menton posé sur sa main, son regard ne la quittant pas. Il ne l'interrompait pas, se contentant de hocher la tête de temps en temps, l'encourageant à continuer. Quand elle eut fini, un peu essoufflé par son propre enthousiasme, il resta silencieux un instant. « Vous parlez de l'art comme d'une nécessité, » dit-il enfin, « pas comme d'un simple embellissement. »« Parce que c'en est une, » répondit-elle avec passion. « C'est ce qui nous rappelle notre humanité. Dans un monde obsédé par l'efficacité, la rentabilité, la vitesse, l'art nous oblige à nous arrêter, à regarder, à ressentir. C'est une forme de résistance. » Un étrange sourire flotta sur les lèvres de Gabriel. « Efficacité, rentabilité, vitesse. Vous venez de décrire mon quotidien. » C'était la première fois qu'il parlait de lui. Élise saisit la perche. « Et vous, que faites-vous, Gabriel, quand vous ne sauvez pas des inconnus sous la pluie ?» Il eut un petit rire, un son grave et agréable. « Mon entreprise s'appelle Eterna Design. Nous sommes spécialisés dans le design et l'architecture durable. Nous concevons des bâtiments, des espaces publics, du mobilier urbain, en essayant d'allier l'esthétique, la fonctionnalité et un impact environnemental minimal. » « Oh, c'est impressionnant, » admit Élise. « Allier le monde des affaires et l'écologie, ce n'est pas commun. C'est un défi permanent, reconnut-il. Mais je crois que la beauté doit être responsable. Créer de nouvelles choses ne doit pas se faire au détriment de la planète. C'est un héritage familial. Mon père a fondé l'entreprise, je n'ai fait que la développer. » En prononçant le mot « héritage », son expression se voila légèrement. Élise perçut une fissure dans son armure de contrôle. Une pointe de lassitude, peut-être de résignation. « Vous aimez ce que vous faites ?» demanda-t-elle doucement. La question sembla le surprendre. Il la regarda, ses yeux sombres sondant les siens, comme s'il se demandait si elle était sincère. « J'aime créer. J'aime l'idée de laisser une empreinte positive, mais... » Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Le poids des responsabilités, la pression des actionnaires, la solitude au sommet, ce sont des aspects moins poétiques. Parfois, j'ai l'impression de passer ma vie à gérer des contraintes plutôt qu'à suivre des inspirations. Mon père était un visionnaire, je suis un gestionnaire. » Dans cette simple phrase, Élise décela un dilemme profond, un écho de sa propre quête de sens. Lui, l'homme qui semblait tout avoir, le succès, l'argent, le pouvoir, aspirait à la liberté de l'artiste. Et elle, l'artiste sans le sou, aspirait à la sécurité qu'il incarnait. Ils étaient les deux faces d'une même pièce,
Deux mondes qui se regardaient en miroir au-dessus d'une table dressée. Le reste du dîner se passa à parler de tout et de rien, de leurs films préférés, de leurs voyages, de la cuisine lyonnaise. Une complicité s'installa entre eux, naturelle et fluide. Élise se sentit rire, d'un rire franc et libéré, pour la première fois depuis des jours. Elle oublia presque les circonstances de leur rencontre. Pendant quelques heures, il n'était de plus le PDG milliardaire et l'artiste à la rue. Il n'était que Gabriel et Élise, deux personnes partageant un repas, un moment de grâce suspendu au-dessus de la ville endormie. Quand il la raccompagna jusqu'à la porte de sa chambre, un silence confortable s'installa entre eux. « Merci pour cette soirée, Gabriel, » dit-elle sincèrement. « J'en avais besoin. »« C'est moi qui vous remercie, Élise, » répondit-il, son regard intense. « Vous m'avez rappelé ce que signifie être passionné. C'est un cadeau précieux. » Il ne fit aucun geste pour se rapprocher, aucune tentative de prolonger la soirée. Il se contenta de la regarder, puis ajouta « Dormez bien, nous parlerons de la suite demain. » Sur ces mots, il tourna les talons et s'éloigna dans le couloir. Élise entra dans sa chambre, le cœur battant une étrange mélodie. Ce n'était plus seulement de la gratitude qu'elle ressentait pour cet homme. C'était autre chose. Quelque chose de plus complexe, de plus troublant. Une connexion. Une reconnaissance mutuelle de leur solitude respective, malgré les mondes qui les séparaient. Elle s'approcha de la fenêtre et regarda les lumières de la ville. Elles ne lui semblaient plus froides et indifférentes. Elles scintillaient, pleines de promesses. Les jours suivants s'installèrent dans une routine étrange et hors du temps. Gabriel était accaparé par ses obligations professionnelles durant la journée. Élise le voyait partir tôt le matin déjà au téléphone, l'air concentré, vêtu de ses costumes impeccables qui semblaient être une armure contre le monde extérieur. Il lui laissait une liberté totale, ne lui imposant aucune contrainte, si ce n'est celle, tacite, de prendre soin d'elle. Chaque matin, il s'assurait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, lui laissant un mot ou un bref message texte. « N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. La conciergerie est à votre disposition. » Élise profita de ce répit inespéré pour se reconstruire, morceau par morceau. Elle passait ses journées à explorer Lyon, mais pas la Lyon touristique des guides. Elle redécouvrait sa ville avec un regard neuf, celui de l'artiste en quête de matière. Armée de son carnet de croquis, elle se perdait dans les ruelles du quartier Saint-Jean, dessinait les gargouilles de la cathédrale, les reflets changeants sur la Saône. Elle s'asseyait pendant des heures sur les marches de l'amphithéâtre des Trois Gaules, essayant de capter l'âme des pierres anciennes. C'était une thérapie. Chaque trait de fusain sur le papier était un pas de plus loin de la douleur, un pas de plus vers elle-même. Elle retourna une seule fois à la Croix-Rousse, non pas pour affronter Julien, mais pour une mission précise. Un matin, le cœur battant, elle monta jusqu'à son ancienne rue. Elle attendit, cachée dans l'embrasure d'une porte, jusqu'à ce qu'elle le voie sortir de l'immeuble. Il n'était pas seul. La jeune femme dont elle avait vu le nom sur l'ordinateur était avec lui. Il riait. Le voir ainsi, si rapidement passer à autre chose, lui infligea une douleur vive et aiguë, mais brève. C'était la piqûre nécessaire pour cautériser la plaie. Dès qu'il fut réparti, elle se glissa dans le hall. La porte n'était jamais complètement fermée, et vida sa boîte aux lettres. Elle récupéra son courrier en souffrance, et surtout les quelques affaires qu'elle avait laissées dans une petite cave. Parmi elles, une grande toile inachevée et sa mallette de peintures à l'huile. C'était tout ce qui lui importait. Elle appela un taxi et repartit sans un regard en arrière, emportant avec elle les derniers vestiges de sa vie d'avant. Les soirs, cependant, appartenaient à Gabriel. Il rentrait tard, souvent fatigué, les traits tirés par la tension de sa journée. Mais dès qu'il la retrouvait, il semblait se délester d'un poids. Il ne dînait pas toujours dans les restaurants de l'hôtel. Parfois, il l'emmenait dans un bouchon lyonnais typique, l'un de ces petits restaurants traditionnels qu'il avait repérés, désireux de découvrir la ville authentique à travers ses yeux. D'autres fois, épuisé, il commandait un simple room service et mangeait assis par terre dans la chambre d'Élise, sur les épais tapis, parlant pendant des heures. Leur conversation était devenue le pivot de leur journée. Ils étaient deux explorateurs, découvrant un nouveau continent, l'univers de l'autre.
Élise lui raconta son enfance modeste à Saint-Étienne, fille d'un père ouvrier dans les aciéries et d'une mère couturière. Elle lui parla de son rêve de petite fille, devenir artiste, un rêve qui semblait insensé dans son milieu, mais que ses parents avaient toujours soutenu avec une fierté discrète. Elle lui décrivit la sensation du fusain sous ses doigts, l'odeur de la térébenthine, qui était pour elle le parfum de la création. Gabriel, en retour, s'ouvrit peu à peu. Il lui parla de son enfance solitaire dans un immense appartement du Marais, à Paris. Élevé par des nounous, voyant rarement son père, un homme brillant mais distant, entièrement dévoué à son empire. Il lui confia qu'il n'avait jamais vraiment eu le choix de sa carrière. Il était le fils unique, l'héritier désigné. Il avait fait les meilleures écoles, obtenu les meilleurs diplômes, non par passion mais par devoir. Il lui avoua que sa plus grande peur était de n'être que le prolongement des ambitions de son père, de n'avoir jamais rien créé par lui-même. « Tu vois cette toile ?» lui dit Élise un soir, montrant la grande toile qu'elle avait récupérée et installée sur un chevalet de fortune dans un coin de sa chambre. « Quand je suis devant, je suis terrifié. Le blanc est une page immense, pleine de possibilités et de risques. Je peux tout rater, mais je suis seul. La décision m'appartient. C'est ma liberté et mon angoisse. Je crois que c'est ça qui te manque. » Il la regarda longuement, le visage grave. Personne ne m'a jamais dit ça avec autant de simplicité. Une connexion profonde se tissait entre eux, faite de respect mutuel et d'une compréhension intuitive. Élise découvrait un homme bien plus complexe que le PDG autoritaire qu'elle avait imaginé. Elle voyait ses failles, sa vulnérabilité, la solitude qui se cachait derrière sa façade de contrôle. Lui, de son côté, était fasciné par sa force tranquille, sa résilience. Elle n'était pas brisée, elle était en reconstruction. Il admirait la façon dont elle transformait sa douleur en art, la passion qui l'animait et qui semblait lui faire cruellement défaut. Il était le chêne solide, enraciné dans ses obligations, et elle était le lierre qui s'accrochait à lui pour remonter vers la lumière, mais qui, en retour, lui apportait de la couleur et de la vie. Un soir, alors qu'il marchait sur la passerelle du palais de justice, après un dîner, le vent frais faisant frissonner Élise, il retira son long manteau de cachemire et le posa sur ses épaules. Le vêtement était lourd, chaud, imprégné de son parfum discret. Ce geste si simple était d'une intimité troublante. Ils s'arrêtèrent au milieu du pont, regardant les péniches illuminées glisser sur l'eau sombre. « Je dois rentrer à Paris après-demain », dit-il, sa voix se perdant presque dans le bruit du vent. La nouvelle frappa Élise comme une décharge électrique. Elle le savait, bien sûr. Leur arrangement était temporaire, une parenthèse enchantée. Mais l'entendre le dire à voix haute rendait la fin de cette parenthèse réelle, imminente. Un sentiment de panique qu'elle croyait avoir maîtrisé remonta à la surface. « Oh !» fut tout ce qu'elle put répondre. Il se tourna vers elle, son visage à demi dans l'ombre. « Je ne vais pas te laisser comme ça, Élise. J'ai réfléchi. Je voudrais que tu viennes à Paris. » Elle le regarda, stupéfaite. « À Paris? Pourquoi faire? Pour ce que tu veux. Pour peindre. Pour prendre un nouveau départ. J'ai un grand atelier d'artiste inoccupé dans mon immeuble. Personne ne l'utilise. Tu pourrais t'y installer le temps qu'il faudra. Je peux t'aider à me trouver ?» le coupa-t-elle un peu plus sèchement qu'elle ne l'aurait voulu. La panique se muait en une forme de défense. L'idée d'être dépendante de lui, de devenir sa protégée, la terrifiait. « Gabriel, tu m'as sauvé, tu m'as offert un abri, du temps, ton écoute. C'est plus que ce que j'aurais pu imaginer. Mais je ne peux pas accepter ça. Je ne suis pas un projet caritatif. » La blessure dans son regard fut à peine perceptible, mais elle était là. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, je ne te vois pas comme ça. Alors comment me vois-tu » La question resta en suspens entre eux, vibrant dans l'air nocturne. Le vent s'engouffrait dans le lourd manteau sur ses épaules, la rapprochant malgré elle de la chaleur du corps de Gabriel. Il fit un pas vers elle, son regard plongeant dans le sien. Elle vit le conflit dans ses yeux, le désir de dire quelque chose, la retenue qui le freinait. Il était si proche qu'elle pouvait sentir le rythme de sa respiration. Son cœur à elle s'emballa. L'amitié, la gratitude, la complicité,
Tout cela se mélangeait en cet instant pour former un sentiment nouveau, plus intense, plus dangereux, un désir, mais il ne dit rien. Il recula d'un pas, brisant le charme. « Pardon, murmura-t-il. Tu as raison, c'était déplacé. Oublie ce que j'ai dit. Nous trouverons une autre solution. » Ils finirent le chemin du retour en silence. Un silence chargé de non-dits et de possibilités avortées. Pour la première fois, un malaise s'était installé entre eux. Élise sentait qu'un seuil avait été franchi. La parenthèse touchait à sa fin et la question de l'après se posait désormais avec une urgence douloureuse. Le lendemain fut une journée étrange, empreinte d'une mélancolie palpable. La proposition de Gabriel, bien que maladroite, avait brisé l'équilibre fragile de leur bulle. La réalité de son départ imminent pesait sur chaque silence, chaque regard échangé. Ils prirent leur petit déjeuner ensemble, mais la conversation fluide des jours précédents avait laissé place à des échanges polis, presque formels. Ils parlaient de la météo, des actualités, de tout sauf de ce qui comptait vraiment, la fin de leur histoire commune. Élise se sentait tiraillée. Une partie d'elle était furieuse contre elle-même. Pourquoi avoir réagi si vivement? Il voulait seulement l'aider. Mais une autre partie, plus fière, plus sauvage, se cabrait à l'idée de cette dépendance. Elle venait à peine de s'extraire de la domination affective de Julien. Elle ne pouvait pas se jeter dans les bras d'un autre sauveur, aussi bienveillant soit-il. Elle devait se prouver qu'elle pouvait se tenir debout seule. C'était une question de survie, d'intégrité. Après le petit déjeuner, Gabriel s'excusa. Il avait une dernière journée de réunion, des rendez-vous cruciaux avant son retour à Paris. Il lui promit qu'ils dîneraient ensemble le soir pour leur dernière soirée. Le mot « dernière » resta suspendu dans l'air, lourd de sens. Restée seule, Élise se sentit plus perdue que jamais. La ville, qui avait été son terrain de jeu et de reconstruction, lui parut soudain hostile. Elle ne pouvait pas retourner dessiner dans les rues, son cœur n'y était pas. Elle avait besoin d'un plan, d'une action concrète pour contrer le sentiment d'impuissance qui la gagnait. Elle passa la matinée sur son téléphone dont elle avait pu racheter un chargeur. Elle chercha des annonces de location pour des petits studios, des colocations, n'importe quoi. Les prix la firent grimacer. Avec ses économies quasi inexistantes et son salaire de professeur à temps partiel, ses options étaient terriblement limitées. Elle appela ensuite la directrice de son école. Elle avait besoin de savoir si son poste était toujours là, si elle pouvait reprendre le travail dès la semaine suivante. La voix de Madame Dubois fut chaleureuse, mais ses mots furent un coup de massue supplémentaire. « Élise, ma chère, bien sûr que votre poste vous attend, mais vous vous souvenez des travaux de rénovation prévus? Ils ont pris de l'avance. L'école sera fermée pour les 3 prochaines semaines. Nous vous tiendrons au courant de la réouverture. 3 semaines. 3 semaines sans salaire, sans but, sans la routine rassurante de ses cours. L'étau se resserrait. Elle raccrocha, le souffle court. La proposition de Gabriel lui revint en mémoire, brillante et tentante comme un mirage dans le désert. Partir à Paris, un atelier pour peindre, l'anonymat d'une grande ville pour se réinventer. C'était une porte de sortie facile, trop facile. Et c'était précisément pour cela qu'elle la redoutait. L'après-midi, pour chasser ses idées noires, elle décida de se réfugier dans son art. Elle installa sa toile près de la grande baie vitrée de la chambre, profitant de la lumière magnifique qui inondait la pièce. Elle sortit ses tubes de peinture à l'huile, pressa les couleurs sur sa palette, le bleu de Prusse, l'ocre jaune, le blanc de titane. L'odeur familière de la térébenthine et de l'huile de lin la calma instantanément. C'était son langage, son territoire. Elle ne savait pas quoi peindre. Elle laissa sa main et son instinct la guider. Elle commença par appliquer de larges aplats de couleurs sombres, des bleus profonds, des gris de Payne, recréant l'atmosphère de la nuit de la tempête. Puis, au milieu de cette obscurité, elle fit jaillir une lumière. Pas une lumière agressive, mais une lueur douce, chaude, presque liquide. C'était la lumière des phares d'une voiture dans la pluie, le reflet d'un lampadaire sur le pavé mouillé.
Elle travaillait vite, avec une énergie fiévreuse, mélangeant les couleurs directement sur la toile. Ce n'était pas un paysage réaliste, c'était une impression, un paysage émotionnel. La solitude, le désespoir, puis l'irruption d'une présence inattendue. Elle peignit pendant des heures, perdant toute notion du temps. Elle était entièrement absorbée par son œuvre, dans cet état de flow où plus rien d'autre n'existe que le dialogue entre la main, l'œil et la toile. C'était plus qu'une peinture, c'était un exorcisme. Elle mettait sur la toile toute la confusion, la douleur, la gratitude et le trouble des derniers jours. Elle n'entendit pas la porte de la chambre s'ouvrir. Gabriel était rentré plus tôt que prévu. Il était resté sur le seuil, silencieux, la regardant travailler. Elle était pieds nus, un vieux t-shirt taché de peinture sur sa robe de la veille, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Elle était si concentrée qu'elle ne sentit sa présence qu'au bout d'un long moment, comme une variation dans l'air de la pièce. Elle se retourna brusquement, un peu gênée d'être surprise dans cet état de vulnérabilité créative. Il était là, son attaché-case à la main, son costume impeccable légèrement défait. Il ne regardait pas Élise, mais la toile. Son visage était une énigme. Il s'approcha lentement, sans un mot, ses yeux fixés sur l'œuvre inachevée. Il resta un long moment devant, à observer les jeux de lumière et d'ombre, les touches de couleurs vives qui perçaient l'obscurité. Élise retint son souffle, attendant son verdict. Le jugement de Julien sur son art avait toujours été condescendant. Elle se prépara à une remarque polie, un encouragement distant. « C'est... » commença-t-il, sa voix à peine un murmure. Il semblait chercher ses mots. « C'est exactement ça. C'est ce que j'ai ressenti, cette nuit-là. L'impression d'une solitude immense, la vôtre et peut-être aussi la mienne. Et puis cette connexion, c'est incroyable. Vous n'avez pas seulement peint une scène, vous avez peint une émotion. » Le souffle d'Élise se coupa. Il avait vu, il avait compris. Il n'avait pas juste regardé la technique, les couleurs, la composition. Il avait lu à travers la peinture. Il avait vu l'âme qu'elle y avait mise. C'était la plus grande reconnaissance qu'un artiste puisse espérer. Une vague d'émotion la submergea si puissante qu'elle dut se retenir à son chevalet. Des larmes silencieuses se mirent à couler sur ses joues maculées de peinture. Gabriel se tourna enfin vers elle. Voyant ses larmes, il posa délicatement son attaché-case et s'approcha d'elle. Il leva une main, hésita un instant, puis avec une infinie douceur, il essuya une larme du dos de son pouce. Son contact était chaud, rassurant. « Ne pleure pas, » dit-il doucement. « C'est la plus belle chose que j'ai vue depuis des années. » Son visage était si proche du sien, leurs regards étaient accrochés, et dans le silence de la chambre, il n'y avait plus de barrière, plus de monde différent. Il n'y avait plus le PDG et l'artiste, juste Gabriel et Élise. Il baissa les yeux vers ses lèvres, puis les remonta vers ses yeux, comme pour lui demander une permission silencieuse. Élise ne bougea pas, elle ne pouvait pas bouger. Tout son être attendait ce moment depuis des jours, sans oser se l'avouer. Lentement, très lentement, il se pencha et posa ses lèvres sur les siennes. Ce ne fut pas un baiser passionné ou exigeant, c'était un baiser d'une tendresse infinie, une reconnaissance, un soulagement. C'était la confirmation silencieuse de tout ce que leur conversation avait esquissé. Une rencontre de deux solitudes, la rencontre de deux âmes qui s'étaient reconnues dans l'obscurité. Quand il se retira, il garda son front collé au sien, leur souffle se mêlant. « Reste », murmura-t-il, sa voix rauque d'émotion. « Reste, Élise, pas à Paris, pas dans un de mes appartements. Reste avec moi. » Le monde s'arrêta de tourner. Le temps, l'espace, les bruits de la ville en contrebas, tout se condensa en ce point de contact entre leurs fronts, en ce souffle chaud qu'ils partageaient. Les mots de Gabriel, « Reste avec moi », n'étaient pas une simple proposition. C'était une supplique, une confession. Ils firent de voler en éclats la distinction entre le bienfaiteur et la rescapée pour ne laisser que deux êtres humains, nus et vulnérables dans leurs besoins mutuels de connexion. Élise sentit son cœur battre à tout rompre, un tambour affolé dans sa poitrine. Une partie d'elle, la partie qui avait soif d'amour et de sécurité, voulait crier oui, s'accrocher à lui et ne plus jamais le lâcher.
C'était si simple, si tentant, se laisser porter enfin. Mais une autre voix, plus froide, plus ancienne, celle de la prudence forgée par la déception, murmura un avertissement. Elle venait de se libérer d'une cage, même si elle l'avait cru dorée. Ne risquait-elle pas de se précipiter dans une autre? Elle se recula doucement, juste assez pour pouvoir le regarder dans les yeux. Elle avait besoin de voir, de comprendre. Son propre visage était encore maculé de peinture. Ses mains tremblaient légèrement. Elle posa une paume sur sa poitrine, sentant les battements réguliers de son cœur sous le tissu fin de sa chemise. « Gabriel, qu'est-ce que ça veut dire avec toi ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Il ne la lâcha pas. Ses mains se posèrent délicatement sur ses hanches, un geste d'ancrage, pas de possession. Son regard était d'une honnêteté désarmante. « Ça veut dire que je ne veux pas que cette parenthèse se referme, » dit-il. « Ces quelques jours avec toi, ils ont fait entrer plus de lumière dans ma vie que ces 10 dernières années. Tu m'as rappelé ce que c'est que de ressentir les choses, de regarder le monde avec des yeux neufs. Quand je suis avec toi, je ne suis plus seulement le PDG d'Aeterna Design, l'héritier Lefebvre. Je suis juste Gabriel. Et c'est un sentiment que j'avais oublié. » Il marqua une pause, comme pour rassembler ses pensées. « Je ne te propose pas de devenir ma protégée, Élise. Je ne veux pas t'entretenir. Je te propose un partenariat, une chance de voir si ce que nous avons commencé à construire ici, dans cette chambre d'hôtel, peut exister dans le monde réel. » Ces mots étaient sincères. Elle le sentait au plus profond de son être. Mais la peur était une vieille compagne tenace. « J'ai besoin de mon indépendance, » murmura-t-elle, plus pour se convaincre elle-même que pour lui répondre. « Je viens de perdre tout ce que je croyais avoir construit. Mon foyer, ma relation, mon art, c'est la seule chose qui me reste, la seule chose qui m'appartient vraiment. Je ne peux pas risquer de le perdre ou de le voir dilué dans autre chose. Je dois me tenir sur mes propres pieds, seul. » Il hocha la tête, comprenant parfaitement. Il ne chercha pas à balayer ses craintes d'un revers de la main. Au contraire, il les valida. « Je sais, » dit-il, « et c'est précisément pour ça que je t'admire. C'est cette force que j'ai vue en toi, dès le premier soir. Alors, soyons pragmatiques. » Le PDG refaisait surface, mais cette fois, sa logique n'était pas froide. Elle était au service de l'émotion. « Tu es une artiste, tu as besoin d'un lieu pour travailler, de moyens pour vivre et créer. Je suis à la tête d'une entreprise qui prétend vouloir intégrer l'art et la beauté dans l'urbanisme. C'est notre slogan. Mais ce ne sont souvent que des mots. Aide-moi à en faire une réalité. » Élise le regarda, intriguée. « Aeterna Design vient de créer une fondation culturelle, » poursuivit-il, son regard s'animant d'une nouvelle énergie. « La fondation Aeterna. Son but est de financer des artistes pour créer des œuvres dans l'espace public. Le projet est encore embryonnaire, il n'a pas encore été lancé officiellement. Sois notre premier artiste en résidence. Je ne te donne pas un atelier, je te l'offre dans un cadre professionnel. Tu auras un contrat, un salaire, un budget pour ton matériel. Ta seule obligation sera de créer. En toute liberté, tu auras ton propre espace, ton indépendance financière, ton propre projet. Et tu seras à Paris, près de moi. » L'offre était stupéfiante. C'était bien plus qu'une porte de sortie. C'était une porte d'entrée, une opportunité dont la plupart des artistes ne pouvaient que rêver. Il ne lui proposait pas la charité, il lui offrait une carrière. Il ne lui demandait pas d'abandonner son identité, il lui donnait les moyens de la faire s'épanouir. Il avait entendu ses peurs et y avait répondu avec la seule chose qui pouvait la rassurer, le respect de son art et de son autonomie. Élise resta sans voix. Son cerveau analysait la proposition, cherchant la faille, le piège. Mais il n'y en avait pas. C'était une solution élégante, intelligente, parfaite. Trop parfaite? Et nous? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Qu'est-ce que nous devenons là-dedans? Ton employé et toi? Un sourire tendre se dessina sur ses lèvres. Il se pencha et déposa un baiser léger sur son front. Nous devenons ce que nous déciderons de devenir, étape par étape, sans pression. Je veux apprendre à te connaître, Élise, la femme, l'artiste. Je veux aller au musée avec toi, t'entendre me parler du Caravage. Je veux te voir peindre.
Je veux dîner avec toi, non pas parce que nous sommes coincés dans le même hôtel, mais parce que nous en avons tous les deux envie. Le reste, on verra. » Il lui offrait tout, la sécurité et la liberté. Le professionnel et le personnel, clairement délimités, mais avec la promesse d'une passerelle entre les deux. C'était un pari immense, un saut dans l'inconnu. Quitter Lyon, sa ville, le peu de repères qui lui restaient. S'installer à Paris, une ville qui l'avait toujours intimidée. Et surtout, faire confiance à un homme qu'elle connaissait à peine, même si elle avait l'impression de le connaître depuis toujours. Elle regarda sa toile inachevée, la lumière perçant l'obscurité. C'était un signe. Sa vie avait été plongée dans les ténèbres, et cet homme en était la lumière inattendue. Refuser sa proposition, n'était-ce pas choisir de rester dans l'ombre par peur de l'éclat du soleil? « Je dois réfléchir, » dit-elle, sa voix gagnant en fermeté. « Prends la nuit, » répondit-il sans la moindre trace d'impatience. « C'est une décision importante. Quoi que tu décides, la chambre reste à ta disposition aussi longtemps que nécessaire, et mon offre d'aide, quelle qu'elle soit, tiendra toujours. » Il se retira, lui laissant son espace. Il alla prendre une douche, et quand il revint, ils commandèrent un dîner simple dans la chambre. L'atmosphère était différente. La tension était retombée, remplacée par une sorte d'attente solennelle. Ils parlèrent peu. Chaque regard était chargé de questions et de promesses. Cette nuit-là, Élise ne dormit presque pas. Elle resta assise dans le fauteuil près de la fenêtre, regardant la ville endormie. Elle pesa le pour et le contre, mais elle savait au fond d'elle que sa décision était déjà prise. Ce n'était pas une décision dictée par la raison ou la peur, c'était une décision de l'instinct de l'artiste qui reconnaît une opportunité unique de créer, et l'instinct de la femme qui reconnaît une connexion rare et précieuse. Au petit matin, alors que les premières lueurs de l'aube coloraient le ciel de rose et d'oranger, elle se leva. Elle alla frapper doucement à la porte de la chambre communicante, celle de Gabriel. Il ouvrit presque aussitôt, comme s'il l'attendait. Il était déjà habillé, prêt à partir pour l'aéroport. Elle le regarda, ses yeux brillants de fatigue, mais aussi d'une nouvelle détermination. « J'ai ma réponse, » dit-elle. « D'accord, j'accepte le poste d'artiste en résidence pour la Fondation Aeterna. » Elle marqua une pause, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. « Et j'adorerais dîner avec vous à Paris, monsieur Lefebvre. » Le sourire qui illumina le visage de Gabriel en réponse à ces mots fut comme le lever du soleil après une longue nuit. C'était un mélange de soulagement, de joie et d'une tendresse infinie. Il ne dit rien pendant un instant, se contentant de la regarder comme s'il voulait graver cette image dans sa mémoire. Élise, à l'aube, avec la lumière rose du matin dans les cheveux, lui offrant un avenir. Puis le PDG efficace reprit le dessus, mais un PDG transfiguré par l'émotion. « Parfait, » dit-il, sa voix vibrante d'une énergie nouvelle. « C'est la meilleure décision. Pour nous deux. » Il jeta un coup d'œil à sa montre. « Mon avion part dans 2 heures. Voici ce que nous allons faire. » Tout s'enchaîna avec une rapidité et une fluidité qui laissèrent Élise pantoise. Gabriel passa un bref appel. Moins d'1 heure plus tard, alors qu'il finissait un café en silence, savourant ce dernier moment lyonnais, une jeune femme à la voix claire et professionnelle appela Élise sur le téléphone de la chambre. C'était Chloé, l'assistante de Gabriel. En quelques minutes, elle organisa tout. Un billet de train pour Paris était réservé pour Élise le surlendemain. Une société de transport d'œuvres d'art viendrait chercher sa toile et sa mallette de peinture. Chloé lui demanda si elle avait d'autres affaires à déménager. Et Élise répondit avec un petit rire qu'un seul carton suffirait. Tout était pris en charge, avec une efficacité bienveillante qui ne lui laissait aucune place au doute ou à l'inquiétude. Le moment du départ de Gabriel arriva trop vite. Il se tint devant elle sur le seuil de la chambre. Il n'y eut pas de baiser passionné, pas de grandes déclarations, juste une intensité silencieuse qui en disait long. Il prit sa main dans la sienne, ses doigts chauds en serrant les siens. « Je vous attends à Paris, Élise Moreau, » dit-il, son prénom et son nom prononcés comme une promesse. « J'arrive, Gabriel Lefebvre, » répondit-elle sur le même ton, un sourire aux lèvres. Il lui rendit son sourire, puis il partit. Élise resta un long moment à écouter le silence qu'il laissait derrière lui, un silence qui n'était plus vide,
mais plein d'attentes. Les 48 heures suivantes furent un tourbillon étrange. Élise utilisa ce temps pour couper les derniers fils qui la reliaient à son ancienne vie. Elle appela sa mère à Saint-Étienne, une conversation difficile où elle dut naviguer entre la vérité et la nécessité de la rassurer. Elle ne parla pas de Gabriel, se contentant d'évoquer une opportunité professionnelle incroyable à Paris, une résidence d'artiste. Sa mère, habituée à la précarité de la vie de sa fille, fut si heureuse pour elle qu'elle n'insista pas sur les détails de sa rupture avec Julien. Le jour du départ, Élise quitta la villa florentine avec un simple sac à dos et le carton contenant ses quelques effets personnels. En descendant une dernière fois la colline de Fourvière, elle regarda la ville s'étendre à ses pieds. Cette ville qu'il avait vue arriver amoureuse et pleine d'espoir, qu'il avait vue s'effondrer et qui, finalement, avait été le théâtre de sa renaissance. Elle ressentit une immense gratitude pour cette semaine hors du temps, une semaine qui avait changé le cours de son existence. Elle ne laissait derrière elle aucune amertume, seulement le sentiment d'avoir tourné une page, définitivement. Le voyage en train fut une transition, un sas de décompression entre deux vies. Assise près de la fenêtre, elle regardait le paysage défiler, les collines verdoyantes du Beaujolais laissant place aux plaines infinies de la Bourgogne, puis aux forêts denses de l'Île-de-France. Chaque kilomètre parcouru était un kilomètre gagné sur son passé. Elle sortit son carnet de croquis, non pour dessiner mais pour écrire. Elle nota des mots, des sensations, des fragments de pensée, la solitude, la pluie, la chaleur d'un manteau, la lumière dans l'obscurité, le poids du devoir, la liberté d'une toile blanche, la peur, l'espoir. C'était le lexique de sa nouvelle vie. L'arrivée à la gare de Lyon à Paris fut un choc. Le bruit, la foule, l'énergie frénétique de la capitale la submergèrent un instant. Des milliers de personnes se croisaient, se bousculaient, chacune courant vers son propre destin. Elle se sentit petite, anonyme, une goutte d'eau dans un océan humain. Pendant une seconde, la panique la frôla. Et si elle s'était trompée? Et si tout cela n'était qu'un rêve? Puis elle le vit. Il se tenait un peu à l'écart de la foule, près de la grande horloge, exactement comme dans un vieux film. Il ne portait pas de costume, mais un simple jean, un pull en cachemire gris et des baskets. Il semblait plus jeune, plus accessible. Il la cherchait du regard, et quand leurs yeux se croisèrent, un immense sourire illumina son visage. Toute l'angoisse d'Élise s'évapora. Il était là, c'était réel. Il fendit la foule pour la rejoindre et, sans un mot, la prit dans ses bras. C'était une étreinte solide, rassurante, qui la protégea de tout le tumulte environnant. Elle enfouit son visage dans son cou, respirant son odeur familière. « Bienvenue à Paris », murmura-t-il à son oreille. Le trajet en voiture à travers la ville fut magique. Élise avait le nez collé à la vitre, émerveillée. Elle connaissait Paris en touriste, mais la voir ainsi, à travers les yeux de quelqu'un qui y vivait, était différent. Les quais de Seine, Notre-Dame en reconstruction, les bouquinistes, tout lui semblait à la fois nouveau et étrangement familier. Ils arrivèrent dans le Marais, dans une rue calme pavée, bordée d'hôtels particuliers, aux portes cochères monumentales. Gabriel se gara devant l'un d'eux. Ils traversèrent une cour intérieure pavée, incroyablement paisible, avec un magnolia centenaire en son centre. Il la guida vers une aile du bâtiment, monta un escalier en colimaçon en fer forgé et sortit une clé. « Voici », dit-il en ouvrant une large porte. « J'espère que ça te plaira. » Élise entra et resta bouche bée. Ce n'était pas un appartement, c'était un atelier, un véritable atelier d'artiste de rêve. La pièce principale était immense, avec une hauteur sous plafond de près de 6 mètres. Tout un pan de mur était une verrière qui montait jusqu'au toit, inondant l'espace d'une lumière du nord douce et constante, la lumière parfaite pour peindre. Les murs étaient blancs, le sol en parquet brut. Un coin de la pièce était aménagé en un espace de vie simple mais confortable. Un canapé, une petite cuisine ouverte, une table. Un escalier métallique menait à une mezzanine où elle devinait un espace pour dormir. Sa toile et ses affaires étaient déjà là, posées dans un coin, l'attendant. Elle fit quelques pas au centre de la pièce, tournant sur elle-même, le souffle coupé.
C'était un espace qui appelait à la création, un espace de liberté, de possibilités infinies. C'était plus qu'un lieu de vie, c'était une promesse. Elle se tourna vers Gabriel qui était resté sur le seuil, l'observant avec une lueur d'appréhension dans les yeux. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie, de gratitude pure. « C'est parfait !» réussit-elle à articuler. « C'est plus que parfait, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé. » Il sourit, visiblement soulagé. Il s'approcha et lui tendit la clé. « Alors, bienvenue chez toi, Élise. » Il marqua une pause, son regard se faisant plus doux. « Je te laisse t'installer, prendre possession des lieux. Je ne veux pas t'envahir. Mais la question tient toujours. Es-tu libre pour dîner ce soir ?» Il lui offrait son rêve sur un plateau d'argent, et la première chose qu'il faisait était de lui rendre son espace, son libre arbitre. Élise prit la clé dans sa main, son métal froid contrastant avec la chaleur de sa peau. Elle le regarda, et pour la première fois depuis son arrivée, elle se sentit pleinement, entièrement chez elle. « Oui, Gabriel, » dit-elle, sa voix claire et assurée. « Je suis libre. » Les premiers jours à Paris furent un songe éveillé. Élise se réveillait chaque matin avec la lumière douce de la verrière qui baignait la mezzanine, et pendant une seconde, elle croyait être encore dans le cocon luxueux de la villa florentine. Puis, ses yeux s'ouvraient sur l'immensité de son atelier, sur les murs blancs qui attendaient ses couleurs, et une vague de joie pure la submergeait. C'était son espace, sa chance. Sa nouvelle vie, elle passait ses journées à apprivoiser son nouvel environnement. L'atelier devint son sanctuaire, un lieu où elle pouvait enfin respirer. Elle déballa ses quelques affaires, installa son chevalet au centre de la pièce, organisa méticuleusement ses tubes de peinture, ses pinceaux, ses fusains. Chaque objet trouvant sa place était un acte de reconstruction, une manière de reprendre le contrôle. Mais elle ne peignit pas tout de suite. Elle avait besoin de s'imprégner de l'endroit, de laisser le silence et la lumière la guérir. Le soir venu, Gabriel venait la chercher. Leur rendez-vous n'avait rien de l'opulence de Lyon. Il semblait prendre un malin plaisir à lui montrer son Paris, le Paris des Parisiens. Le premier soir, il l'emmena non pas dans un restaurant étoilé, mais dans un petit bistrot de quartier près de la place des Vosges, avec des tables en bois usé et une ardoise annonçant le plat du jour. Ils mangèrent un bœuf bourguignon en buvant un verre de vin rouge, et ils parlèrent comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « Alors, ce n'est pas trop intimidant cette ville ?» demanda-t-il, un sourire amusé aux lèvres. « C'est une toile beaucoup plus grande, » répondit-elle après avoir réfléchi. « Plus de couleurs, plus de bruit, mais la lumière est la même. C'est ce qui compte pour un peintre. » Elle le regarda par-dessus son verre. « Et toi, ça ne te semble pas étrange de quitter ton monde de verre et d'acier pour un endroit comme celui-ci ?» Il suivit son regard sur les murs jaunis du bistrot, sur le patron qui plaisantait avec des habitués. « Au contraire, » dit-il doucement, « c'est comme une bouffée d'air frais. Mon monde est fait de plans, de projections financières, de délais. Tout est abstrait, tourné vers le futur. Ici, tout est réel, présent. La nourriture, les gens, les rires. C'est toi qui m'as rappelé l'importance de ça. » Leurs soirées devinrent un rituel. Des promenades le long de la Seine au crépuscule où les lumières des bateaux-mouches dansaient sur l'eau. Des visites improvisées dans des galeries d'art du Marais où il débattait passionnément devant une toile abstraite ou une sculpture énigmatique. Il l'écoutait avec une attention vorace quand elle lui expliquait la technique d'un peintre, le symbolisme d'une couleur. Elle, de son côté, apprenait à décrypter son univers. Il lui montrait un bâtiment haussmannien et lui expliquait la logique de sa structure, la façon dont il était conçu pour capter la lumière. Il lui parlait d'architecture durable avec une passion qu'elle ne lui connaissait pas, lui décrivant des projets de murs végétaux, de toits solaires, de bâtiments à énergie positive. Elle découvrait un homme de contraste, l'impitoyable homme d'affaires capable de négocier des contrats de plusieurs millions d'euros la journée, pouvait, le soir venu, rester silencieux pendant 10 minutes devant une photographie en noir et blanc, simplement parce qu'elle l'avait ému. L'homme qui semblait si sûr de lui portait en lui une faille, un doute permanent sur sa propre légitimité, sur sa capacité à être à la hauteur de l'héritage de son père.
Une semaine après son arrivée, alors qu'il dînait chez lui, un appartement immense et étonnamment impersonnel, comme un showroom de design de luxe, elle remarqua une ombre sur son visage. Il était distant, préoccupé. « Tu as l'air soucieux », dit-elle en posant sa fourchette. « Un problème au travail. » Il leva les yeux de son assiette, comme s'il sortait d'une profonde réflexion. « Non, pas un problème, juste un projet complexe. » Il hésita. « À Lyon, justement. Un grand projet de réaménagement urbain. C'est très important pour l'entreprise. Pour mon père, surtout. Il y tenait beaucoup. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Élise, curieuse. « Nous sommes en négociation avec la mairie pour racheter un vieil entrepôt désaffecté près des quais de Saône, pour le transformer en un complexe commercial haut de gamme, boutique de luxe, restaurant, galerie d'art privé. Ça redynamiserait le quartier, créerait des emplois. C'est un beau projet. » Il avait prononcé les mots « beau projet », mais son ton manquait de conviction. Il y avait une sorte de lassitude dans sa voix. « Mais » insista-t-elle doucement. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. « Mais c'est compliqué. Il y a des associations de quartier qui s'y opposent, qui parlent de gentrification, de perte de l'âme du quartier. Il y a des obstacles administratifs. Le conseil d'administration me met la pression pour finaliser l'accord rapidement. » Parfois, il la regarda, ses yeux sombres trahissant sa fatigue. Parfois, il faut faire des compromis difficiles pour avancer, sacrifier une petite chose pour en construire une plus grande. C'est le lot des bâtisseurs, disait mon père. Élise sentit un léger malaise. L'idée de détruire un lieu ancien pour y construire des boutiques de luxe ne correspondait pas à l'homme qui, quelques jours plus tôt, lui parlait de beauté responsable et d'impact environnemental minimal. Mais elle chassa cette pensée. C'était son travail, un monde qu'elle ne comprenait pas, avec des enjeux qui la dépassaient. Elle lui prit la main par-dessus la table. « Ça va aller », dit-elle pour le rassurer. « Tu trouveras la bonne solution. » Il lui sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Le sujet fut clos, mais il laissa une petite graine d'inquiétude dans l'esprit d'Élise. Le lendemain, elle décida qu'il était temps de se mettre au travail. La conversation de la veille lui avait rappelé l'urgence de se réapproprier son identité d'artiste. Elle tendit une immense feuille de papier canson sur l'un des murs de l'atelier. Elle prit un fusain et resta un long moment devant la surface blanche. Les mots qu'elle avait notés dans le train lui revinrent. La lumière, l'obscurité, la peur, l'espoir, les détails. Elle commença à dessiner. Pas une scène figurative, mais une cartographie d'émotions. Elle esquissa la forme d'un parapluie, non pas comme un objet, mais comme un abri fragile. Elle dessina les reflets de la pluie, qui se muaient en larmes, puis en étoiles. Elle traça la ligne d'une main tendue, le grain d'un tissu de manteau. C'étaient des fragments, des souvenirs sensoriels. Au centre de la feuille, elle écrivit un titre, comme un manifeste, « Les détails du cœur ». Ce serait le nom de sa nouvelle série. Une exploration de ces moments infimes, de ces gestes anodins, de ces rencontres improbables qui changent le cours d'une vie. En se lançant dans ce projet, elle sentit une force nouvelle l'envahir. Elle n'était plus la femme qui subissait son destin. Elle était celle qui le racontait, qui le transformait. Elle était enfin prête à peindre, non pas sa douleur passée, mais son espoir présent. Elle était heureuse, pleine d'une énergie créatrice qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Et elle était complètement inconsciente du fait que le beau projet de Gabriel à Lyon était sur le point de faire entrer en collision leurs deux mondes de la manière la plus brutale qui soit. Les semaines qui suivirent furent une lune de miel créative. L'atelier du Marais n'était plus seulement un lieu, c'était devenu le prolongement du corps et de l'esprit d'Élise. Chaque matin, elle se levait avec une énergie qu'elle ne s'était plus connue depuis des années. L'immense verrière était son baromètre, sa confidente, traduisant les humeurs du ciel parisien en nuances de lumière sur les murs blancs. L'odeur capiteuse de la térébenthine et de l'huile de lin était devenue son parfum, celui de sa liberté retrouvée. Elle travaillait avec une discipline féroce, une urgence de rattraper le temps perdu. La série « Les détails du cœur » prenait forme. Non plus comme une simple esquisse sur le papier, mais sur de grandes toiles qui commençaient à peupler l'espace.
La première était presque achevée, une composition audacieuse où l'obscurité d'une ruelle sous la pluie était transpercée par le halo chaud et doré des phares d'une voiture. La lumière ne se contentait pas d'éclairer, elle semblait tendre la main, offrir un refuge. C'était l'essence même de sa rencontre avec Gabriel, distillée en pigments et en émotions. Leur relation s'approfondissait en parallèle de son art. Ils avaient trouvé un rythme, un équilibre délicat entre leurs deux mondes. Les soirées étaient leur bulle, un espace hors du temps où le PDG laissait son armure au vestiaire et où l'artiste se permettait de baisser la garde. Ils n'avaient jamais redépassé la frontière physique qu'ils avaient effleurée à Lyon. Leurs mains se frôlaient, leurs regards s'attardaient, mais un respect mutuel, une pudeur tacite les retenait. C'était comme s'ils voulaient d'abord construire des fondations solides, faites de confiance et de compréhension, avant de bâtir quoi que ce soit d'autre par-dessus. Un après-midi, Gabriel arriva à l'improviste à l'atelier. C'était la première fois qu'il venait en pleine journée. Il tenait dans ses mains un immense rouleau de papier Kraft. Élise, surprise et un peu intimidée de le voir débarquer dans son chaos créatif, essuya ses mains pleines de peinture sur un chiffon. « Je dérange ?» demanda-t-il avec un sourire. « Jamais. Je passais dans le quartier. Je t'ai apporté quelque chose. » Il déroula le papier sur le sol. C'était le plan architectural d'un bâtiment, une vue en coupe magnifique dessinée à la main. C'est un des premiers projets de mon père, un musée d'art contemporain en Norvège, construit à flanc de fjord. Il disait toujours que l'architecture ne devait pas s'imposer à la nature, mais dialoguer avec elle. Je me suis dit que ça pourrait t'inspirer. Élise s'accroupit pour admirer la pureté des lignes, l'intelligence de la conception. C'était un geste d'une incroyable délicatesse. Il ne lui offrait pas un cadeau coûteux, il partageait avec elle une part de son histoire, de son héritage, de ce qui le constituait. « Il était un grand homme, ton père », dit-elle doucement, en relevant les yeux vers lui. « Il l'était », répondit Gabriel, une ombre de nostalgie dans le regard. « Il croyait que la beauté pouvait changer le monde. J'essaie de ne pas l'oublier, même quand les affaires deviennent arides. » Il balaya l'atelier du regard, s'arrêtant sur la grande toile des phares dans la nuit. « Ce que tu fais ici, Élise, c'est ça. C'est construire quelque chose de beau, quelque chose qui a du sens. » Ces mots la touchèrent en plein cœur. Il la voyait, il comprenait la nécessité de son art. En cet instant, debout au milieu de son atelier, le plan de son père à ses pieds et l'admiration sincère dans le regard de Gabriel, elle se sentit plus heureuse et plus complète qu'elle ne l'avait jamais été. Ce sentiment de plénitude dura jusqu'au lendemain. Elle travaillait sur une nouvelle toile, une étude sur la texture d'un manteau de cachemire posé sur des épaules nues. Un café fumant à la main, elle s'accorda une pause. Par une vieille habitude, une sorte de réflexe nostalgique, elle ouvrit son ordinateur portable et tapa dans le moteur de recherche le nom du journal local de Lyon, Le Progrès. Elle aimait parfois lire les nouvelles de sa ville, garder un lien ténu avec son ancienne vie. Elle parcourut les titres sans grand intérêt, jusqu'à ce qu'un article dans la section « Économie et urbanisme » n'attire son attention. Le titre était accrocheur. « Grand projet de luxe sur les quais de Saône, Eterna Design finalise son offre de rachat. » Son cœur manqua un battement. Eterna Design. C'était le projet dont Gabriel lui avait parlé, celui qui le préoccupait. Poussée par la curiosité, elle cliqua sur le lien. L'article, agrémenté d'une image de synthèse montrant un bâtiment de verre et d'acier ultramoderne, détaillait le projet. Il parlait de redynamisation, de prestige, de pôle d'attractivité internationale. Il mentionnait le nom de Gabriel Lefebvre, le PDG visionnaire qui portait ce projet ambitieux. Élise lut les lignes avec un sentiment de plus en plus diffus de malaise. Ce langage commercial, cette froideur planificatrice, tout cela semblait si loin de l'homme qui, la veille, lui parlait de faire dialoguer l'architecture et la nature. Puis elle arriva au paragraphe qui décrivait l'emplacement exact, et le monde bascula. Le projet prendra place à l'emplacement d'un bâtiment historique actuellement à l'abandon, situé au numéro 12 du quai Saint-Antoine. La municipalité se félicite de cette initiative privée qui permettra de réhabiliter ce site laissé en friche depuis plusieurs années.
Il s'agit de l'ancienne galerie du quai Saint-Antoine, un espace d'exposition publique fermé faute de subvention il y a près de 5 ans. Le nom résonna dans sa tête comme un coup de tonnerre. L'ancienne galerie du quai Saint-Antoine. Le souffle lui manqua. Ses mains se mirent à trembler. Elle relut la phrase, encore et encore, espérant avoir mal compris. Mais les mots restaient là, noirs sur blanc, implacables. Ce n'était pas n'importe quel bâtiment. C'était sa galerie, le lieu de sa toute première exposition collective, à sa sortie des Beaux-Arts. Elle se revit, à 23 ans, tremblante de fierté et de peur, accrochant sa première grande toile sur les murs blancs et un peu décrépits de cet endroit. Elle se souvint de l'odeur de la pierre humide, de la lumière incroyable qui tombait des hautes fenêtres sur la Saône, du sentiment enivrant de faire enfin partie du monde de l'art. C'était là que tout avait commencé. C'était un lieu sacré, un jalon de son histoire personnelle, le symbole de tous ses espoirs de jeune artiste. Et Gabriel allait le détruire pour construire un centre commercial. Ce n'était pas de la colère qui la submergea, c'était un vertige glacial, une nausée profonde, le sentiment d'une trahison si immense, si fondamentale, qu'elle en perdait le souffle. Il savait, il devait savoir. Elle lui avait parlé de ses débuts, de ses galères, de l'importance de ces lieux publics qui offraient une chance aux jeunes artistes sans moyens. Lui avait-il seulement posé la question ? S'était-il seulement soucié de l'histoire de ce bâtiment qu'il s'apprêtait à raser? L'ironie était d'une cruauté insoutenable. L'homme qui finançait sa résidence d'artiste à Paris, qui lui donnait les moyens de créer, était le même qui s'apprêtait à anéantir le lieu même où son rêve était né. L'ange du destin, envoyé pour la sauver, venait de révéler qu'il était aussi le fossoyeur de son passé. Le sentiment était familier, terriblement familier. C'était la même sensation de froid dans ses veines, le même sol qui se dérobe sous ses pieds que le soir où elle avait lu les messages de Julien. Une trahison par l'omission, par le mensonge silencieux. Il l'avait écouté parler de son art, de ses valeurs, tout en sachant que ses propres actions allaient à leur encontre. Elle se leva, chancelante. Son regard se posa sur ses toiles, sur les détails du cœur. La lumière des phares qui perçaient la nuit ne lui sembla plus être un refuge. Elle lui apparut soudain comme la lumière crue et destructrice des bulldozers. Le reste de la journée fut un brouillard de douleur et de confusion. Élise erra dans l'atelier comme une âme en peine, incapable de se concentrer, incapable de toucher un pinceau. Le lieu qui, le matin même, était son sanctuaire, lui semblait désormais souillé, une cage dorée construite sur un mensonge. Chaque objet, chaque couleur, lui rappelait Gabriel. Le plan de son père, toujours déroulé sur le sol, lui parut être l'artefact d'une hypocrisie monumentale. La beauté pouvait changer le monde, disait-il. Apparemment, elle pouvait aussi être rasée au profit d'un centre commercial. Elle relut l'article en ligne des dizaines de fois, espérant y trouver une faille, un détail qui pourrait tout changer. Une erreur de journaliste, une confusion d'adresse. Mais les informations étaient précises, corroborées par d'autres articles qu'elle trouva sur des sites d'actualités économiques. Le projet était bien réel, bien avancé. La signature finale avec la mairie était imminente. Les heures s'écoulèrent, lourdes et oppressantes. Elle attendait l'appel de Gabriel, leur rituel du soir. Elle ne savait pas ce qu'elle lui dirait. Comment pouvait-elle lui jeter la vérité au visage alors que sa voix même était devenue une source de réconfort? Comment confronter l'homme qui avait guéri son cœur à l'homme qui s'apprêtait à piétiner son âme? Quand son téléphone sonna enfin vers 20 heures, elle sursauta. Son nom s'afficha sur l'écran, Gabriel. Le simple mot lui fit l'effet d'une brûlure. Elle laissa sonner plusieurs fois, son cœur battant à grands coups contre ses côtes. Puis, avec une main tremblante, elle décrocha. « Élise, tout va bien? Je t'appelle depuis tout à l'heure. » Sa voix était chaude, légèrement inquiète. Elle ne put répondre. Les mots restaient coincés dans sa gorge. « Élise, tu es là? »« Oui, » réussit-elle à articuler, sa propre voix lui semblant étrangère, plate et sans vie. « Il y a un problème. Ta voix est étrange. » Un rire sec et sans joie s'échappa d'elle. « Un problème? Non, pas du tout.
Je viens juste d'apprendre que le berceau de ma vie d'artiste allait être remplacé par des boutiques de sacs à main. Tout va très bien. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd, dense. Elle pouvait presque l'entendre traiter l'information, son esprit brillant et rapide, faisant les connexions. « La galerie du quai Saint-Antoine », dit-il enfin, sa voix changée, tendue. « C'est de ça que tu parles. Tu savais, » affirma-t-elle, sans laisser de place au doute. Ce n'était pas une question, c'était une accusation. « Élise, écoute-moi. »« Non », le coupa-t-elle, le barrage de sa retenue cédant enfin sous la pression. La douleur se mua en une colère froide. « C'est toi qui vas m'écouter. Je t'ai tout raconté, Gabriel. Mes débuts, mes galères, l'importance de ces lieux. Tu te souviens de ma première exposition? Je t'en ai parlé. C'était là. C'était dans cet endroit que tu t'apprêtes à démolir. Tu le savais, et tu n'as rien dit. Tu es resté là, à hocher la tête, à m'écouter avec ton air si compréhensif, tout en sachant que tu allais détruire un morceau de mon histoire. Ce n'est pas si simple, tenta-t-il, sa voix grave et pressante. C'est un projet qui a été initié il y a des années, bien avant que je te rencontre. C'est l'héritage de mon père. Je ne peux pas simplement y renoncer. L'héritage de ton père? Rétorqua-t-elle, sa voix montant d'un cran. Celui qui disait que l'architecture devait dialoguer avec la nature, celui qui construisait des musées. Son héritage, c'est de raser un lieu de culture pour le remplacer par un temple de la consommation. C'est une insulte à sa mémoire, et c'est une insulte à mon intelligence. Tu ne comprends pas les enjeux, les pressions, commença-t-il. Oh, je comprends très bien, l'interrompit-elle violemment. Je comprends que tu es exactement comme les autres, comme Julien. Vous prenez ce dont vous avez besoin, vous dites ce qu'on veut entendre, et le reste n'a pas d'importance. Les détails du cœur, ça ne pèse pas lourd face à un conseil d'administration, n'est-ce pas? Elle avait utilisé le titre de sa propre série comme une arme contre lui. Le coup porta, elle entendit son souffle se couper. « Élise, s'il te plaît, ne dis pas ça, ne me compare pas à lui. Ce n'est pas ce que je suis, laisse-moi venir, laisse-moi t'expliquer. » Ne expliquer quoi? Qu'il faut faire des compromis difficiles? Que c'est le lot des bâtisseurs? J'ai déjà entendu ce discours, il n'y a rien à expliquer. Tout est parfaitement clair. Elle sentait les larmes couler sur ses joues, des larmes de rage et de déception infinie. La blessure était d'autant plus profonde qu'elle venait de s'autoriser à espérer, à faire confiance de nouveau. « Je ne peux pas rester ici », dit-elle d'une voix soudainement vide, épuisée. Je ne peux pas peindre dans un atelier payé avec l'argent qui va détruire mes souvenirs. Je ne peux pas. N'agis pas sur un coup de tête, la supplia-t-il, sa voix empreinte d'une panique qu'elle ne lui avait jamais entendue. Ne fais pas ça. On va trouver une solution. Je vais trouver une solution. Donne-moi juste un peu de temps. Du temps? Répéta-t-elle avec un rire amer. Le temps de signer le contrat? Le temps que les bulldozers arrivent? Non, c'est fini. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, Gabriel. Tu m'as sauvé la vie, littéralement, mais je ne peux pas accepter d'être sauvé à ce prix. Sans lui laisser le temps de répondre, elle raccrocha. Elle jeta son téléphone sur le canapé comme s'il la brûlait. Puis, elle resta immobile au milieu de l'atelier, le silence retombant sur elle comme un linceul. La décision était prise, impulsive, irrationnelle, peut-être. Mais c'était la seule qu'elle pouvait prendre pour se regarder encore dans le miroir. Elle ne pouvait pas être complice de cette destruction. Avec une énergie née du désespoir, elle commença à rassembler ses affaires. C'était plus rapide que la première fois, chez Julien. Elle n'avait pas grand-chose. Ses vêtements, ses livres, son carnet de croquis. Elle laissa la robe bleu nuit, suspendue dans la penderie comme un fantôme. Son regard se posa sur ses toiles. Les emporter? Impossible. Elle n'avait nulle part où aller. Les laisser ici? Jamais. Elles étaient une partie d'elle. Elles étaient le fruit de la plus belle période créative de sa vie, une période qui venait de voler en éclats. Dans un geste de rage et de douleur, elle attrapa un pot de gesso blanc et un large spalter. Elle se plaça devant la grande toile des phares dans la nuit, son chef-d'œuvre naissant, la promesse de sa nouvelle vie. Sans une hésitation, elle plongea le spalter dans la peinture blanche et commença à la recouvrir. Couche après couche,
Elle effaça la lumière. Elle fit disparaître l'abri, la promesse, la rencontre. Elle ne laissa qu'une surface blanche, vide, immaculée. Un retour à la case départ. Quand elle eut fini, elle était en sueur, haletante, le visage et les mains couverts de blanc. Elle ressemblait à un spectre. Elle jeta un dernier regard à l'atelier, à cette toile blanche qui hurlait son désespoir. Puis, elle attrapa son sac à dos, son carton, et sortit sans se retourner, refermant la porte sur son rêve brisé. Elle laissa la clé sur le paillasson. Dehors, dans la rue pavée du Marais, la nuit parisienne était douce et étoilée. Élise se mit à marcher, sans but, comme la première nuit à Lyon. Sauf que cette fois, il ne pleuvait pas. Et elle savait qu'aucune voiture de luxe ne s'arrêterait pour la sauver. Cette fois, elle était vraiment, irrémédiablement seule. Les jours qui suivirent furent une descente aux enfers feutrés. Élise ne retourna pas à Lyon. Elle ne pouvait pas. La ville était désormais associée à une double trahison, un champ de ruines émotionnelles. Elle n'appela pas non plus sa mère. La honte et le sentiment d'échec étaient trop puissants. Elle trouva refuge dans la seule option qui lui restait, l'anonymat total que peut offrir une grande ville. Elle utilisa le peu d'argent qui lui restait, le premier versement de son salaire de la fondation Eterna, ironie suprême, pour louer une chambre minuscule, à peine plus grande qu'un placard, dans un hôtel bon marché près de la gare du Nord. La chambre était sordide. Le papier peint se décollait, la moquette était tachée, et la fenêtre donnait sur un mur de briques. C'était l'antithèse absolue de son atelier lumineux du Marais. Mais c'était un abri, un terrier où elle pouvait se terrer et panser ses plaies loin du monde. Elle passait ses journées à ne rien faire. Elle dormait, regardait la télévision sans la voir, mangeait des sandwichs insipides. Elle n'avait plus envie de dessiner. Ses mains, qui quelques jours plus tôt dansaient sur la toile, lui semblaient lourdes, inutiles. La source de sa créativité, qui avait jailli avec tant de force, s'était tarie, laissant un désert aride à la place. Le souvenir de Gabriel la hantait. Elle revoyait son visage, entendait sa voix, sentait encore le contact de ses lèvres sur les siennes. La douleur était d'autant plus aiguë qu'elle n'était pas pure. Elle était mêlée à la nostalgie, au regret. Avait-elle eu raison de tout faire exploser? Avait-elle été trop dure, trop intransigeante? Parfois, dans le silence de sa chambre misérable, elle se disait qu'elle aurait dû accepter le compromis, fermer les yeux. Mais l'image de la galerie, de ces murs chargés de souvenirs, revenait aussitôt la hanter. Non, elle n'aurait pas pu. Pendant ce temps, à l'autre bout de Paris, Gabriel vivait son propre enfer. Le départ d'Élise avait laissé un vide béant dans sa vie. L'appartement impersonnel lui semblait plus froid que jamais, le silence plus assourdissant. Quand il avait découvert l'atelier vide, la clé sur le paillasson et, surtout, la toile recouverte de blanc, il avait ressenti une douleur physique, comme un coup de poignard. Ce geste de destruction artistique était plus éloquent que tous les mots. Elle n'avait pas seulement effacé une peinture, elle avait effacé leur histoire, nié la lumière qu'il avait cru lui apporter. Sa phrase « Ne me compare pas à lui » résonnait en boucle dans son esprit. En la comparant à Julien, elle l'avait touché au point le plus sensible. Il s'était toujours vu comme un homme intègre, différent. Et voilà qu'aux yeux de la seule personne dont l'opinion lui importait vraiment, il n'était qu'un homme de plus, égoïste et manipulateur. La colère qu'il ressentit d'abord contre elle se mua rapidement en une rage sourde contre lui-même. Elle avait raison, il avait été un lâche. Il s'était caché derrière l'héritage de son père, derrière les pressions du conseil d'administration. Il n'avait pas eu le courage de lui en parler, espérant que le problème se résoudrait de lui-même, qu'elle ne l'apprendrait jamais. Il avait manqué de respect à son intelligence et à son intégrité. Le projet lyonnais, qui avait toujours été pour lui une source de fierté et un devoir filial, lui apparut soudain sous un jour nouveau, hideux. Il se plongea dans les archives de l'entreprise, relut les notes de son père sur ce projet. Il y découvrit une ambition froide, presque brutale, celle d'un homme en fin de carrière qui voulait laisser une dernière empreinte spectaculaire, quel qu'en soit le coût. Les mots d'Élise lui revinrent, c'est une insulte à sa mémoire.
Et si elle avait raison? Et si le véritable héritage de son père n'était pas dans ce dernier projet arrogant, mais dans le musée en Norvège, dans cette idée que la beauté devait dialoguer avec le monde, et non l'écraser? Une semaine après le départ d'Élise, une réunion du conseil d'administration d'Eterna Design était prévue. À l'ordre du jour, la validation finale de l'offre de rachat de la galerie de Lyon. La signature avec la mairie devait avoir lieu dans les 48 heures suivantes. C'était le point de non-retour. Gabriel passa la nuit précédant la réunion à travailler. Il ne dormit pas. Il appela des architectes, des urbanistes, des avocats. Il retourna le problème dans tous les sens, cherchant une alternative, une faille, une issue. Il était face à un choix fondamental, un choix qui allait définir non seulement l'avenir de son entreprise, mais aussi l'homme qu'il voulait être. Continuer sur la voie tracée par son père, celle du profit et du pouvoir, ou tracer sa propre voie, celle dictée par ses convictions retrouvées, celle qu'Élise avait réveillée en lui. Le lendemain matin, il entra dans la salle du conseil, une salle austère au sommet d'un gratte-ciel de la Défense, avec une vue imprenable sur Paris. Les membres du conseil étaient déjà là. Des hommes et des femmes plus âgés, des fidèles de son père, des visages de la finance et de l'industrie. L'atmosphère était lourde, formelle. Il se tint debout au bout de la longue table en acajou. Son visage était pâle, ses traits tirés par la fatigue, mais son regard était d'une détermination sans faille. « Messieurs, mesdames », commença-t-il d'une voix calme mais ferme, qui capta immédiatement l'attention de tous. « Avant de procéder au vote concernant le projet de Lyon, je dois vous informer de ma décision. J'ai décidé, en tant que président-directeur général, de retirer notre offre et d'annuler ce projet. Définitivement. » Un silence de mort tomba sur la salle, suivi d'un murmure d'incrédulité. Un des membres les plus âgés, un ami proche de son père, se leva. « Gabriel, c'est de la folie, tout est prêt. C'est le projet phare de l'année, l'aboutissement de la vision de ton père. »« Non, » répondit Gabriel, sa voix gagnant en puissance. « La vision de mon père, c'était de construire des lieux qui ont une âme, pas de détruire ceux qui en ont déjà une. Ce bâtiment n'est pas une friche, c'est un lieu de mémoire culturelle. Le raser pour construire un énième centre commercial serait une erreur. Une erreur économique à long terme, car nous nous aliénerions les communautés locales. Et surtout, une erreur morale. Eterna Design doit être synonyme de création, pas de destruction. » Il exposa alors son contre-projet, celui qu'il avait élaboré toute la nuit. Il ne s'agissait plus de racheter et de démolir, mais de créer un partenariat public-privé avec la ville de Lyon. Il proposa que la fondation Eterna finance entièrement la restauration de l'ancienne galerie pour en faire un lieu d'art moderne et dynamique avec des ateliers d'artistes en résidence, des salles d'exposition gratuites, un véritable pôle culturel pour le quartier. « Nous n'y gagnerons pas d'argent », conclut-il, regardant chaque membre du conseil dans les yeux. « Au contraire, cela nous en coûtera, mais nous y gagnerons quelque chose de bien plus précieux. Une âme, une intégrité. C'est ça, le véritable héritage que je veux honorer. » La bataille fut rude. On lui parla de rentabilité, de devoir envers les actionnaires, de trahison envers la parole donnée. Mais Gabriel tint bon. Il mit sa propre position dans la balance, menaçant de démissionner si le conseil s'opposait à lui. Face à sa détermination inébranlable et craignant le scandale d'une crise de gouvernance, ses opposants finirent par céder, un par un. Le projet fut abandonné. Le contre-projet fut, à contre-cœur, entériné. En sortant de la réunion, Gabriel se sentit épuisé, mais pour la première fois de sa vie, totalement libre. Il avait enfin fait un choix qui était le sien. Il avait brisé les chaînes du passé, honorant son père non pas en le copiant, mais en devenant l'homme que son père aurait, au fond, voulu qu'il soit. Il avait gagné sa bataille professionnelle, mais la plus importante restait à livrer. Il sortit son téléphone. Il n'avait aucune idée d'où était Élise. Elle ne répondait plus à ses appels. Ses messages restaient sans réponse. Il n'avait qu'un seul espoir, une seule piste. Il appela la mère d'Élise à Saint-Étienne. Il se présenta, expliqua la situation avec une honnêteté brute, n'omettant ni ses erreurs, ni la profondeur de ses sentiments.
Il la supplia de l'aider, de lui donner la moindre information si jamais Élise la contactait. Il avait renversé le cours du destin. Maintenant, il ne lui restait plus qu'à espérer que le destin lui donne une seconde chance de retrouver Élise. Quelques semaines s'écoulèrent, s'étirant pour Élise en une longue chaîne de jours gris et identiques. L'argent commençait à manquer sérieusement, et la perspective de se retrouver à la rue, cette fois pour de bon, était une peur froide et constante qui lui nouait l'estomac. La dépression la guettait, un brouillard épais qui menaçait d'engloutir les dernières parcelles de sa volonté. Pour survivre, elle s'était forcée à sortir, à marcher pendant des heures dans les rues de Paris, essayant de se fondre dans la foule pour oublier sa propre solitude. Un matin, alors qu'elle prenait un café dans un petit bar près de son hôtel, son regard fut attiré par un journal posé sur le comptoir. C'était Le Monde. Par réflexe, elle le feuilleta et tomba sur la section culturelle. Un titre en gras arrêta net son cœur. Lyon, la culture triomphe du commerce sur les quais de Saône. Ses mains se mirent à trembler si fort qu'elle renversa un peu de son café. Elle dévora l'article, son esprit refusant d'abord de croire ce que ses yeux lisaient. Le journaliste y relatait le revirement spectaculaire de la société Eterna Design. Il parlait de l'annulation surprise du projet de centre commercial de luxe et de l'annonce d'un projet alternatif aussi inattendu que généreux, la restauration complète de l'ancienne galerie du quai Saint-Antoine, financée par une donation privée et anonyme via la fondation Aeterna. La galerie, expliquait l'article, allait être transformée en un pôle culturel majeur, avec pour mission de soutenir les jeunes artistes de la région. Le bâtiment serait non seulement sauvé, mais magnifié, rendu à sa vocation première. Élise relut le passage sur la donation anonyme. Anonyme pour le public, peut-être, mais pour elle, le nom du donateur brillait entre les lignes, aussi clair que le soleil. Gabriel. Une vague d'émotion si puissante la submergea qu'elle dut s'asseoir. Le choc, l'incrédulité, puis une bouleversante vague de quelque chose qui ressemblait à de la gratitude, mais qui était bien plus profond. Il l'avait fait, il avait renoncé, il avait choisi. Il n'avait pas choisi entre elle et son projet. Il avait choisi entre l'homme qu'il était et l'homme qu'il voulait devenir. Il avait choisi la beauté, le sens, l'intégrité. Il avait choisi son camp. Et c'était le sien. Les larmes qu'elle avait réprimées pendant des semaines se mirent à couler, mais ce n'étaient plus des larmes de douleur ou de colère, c'étaient des larmes de catharsis, de libération. En cet instant, dans ce petit café anonyme, le brouillard qui l'entourait se dissipa. La source de sa créativité, qu'elle croyait tarie à jamais, se remit à sourdre, doucement, au plus profond d'elle. L'envie de peindre, de créer, de traduire ce tumulte d'émotions en couleurs et en formes revint avec une force irrésistible. Le même jour, elle reçut un appel de sa mère. Sa voix était inhabituellement excitée. « Élise, ma chérie, j'ai des nouvelles incroyables. Tu te souviens de la galerie à Lyon, ta première expo? Ils vont la rouvrir. Et devine quoi? Ils organisent une grande exposition inaugurale, un appel à projets pour les artistes de la région. C'est une chance en or. Tu devrais postuler. » Élise sourit à travers ses larmes. Sa mère ne savait rien, et pourtant, elle venait de lui montrer le chemin. Postuler. Revenir sur les lieux, non pas en victime, mais en artiste. Reprendre possession de son histoire. Elle passa les jours et les nuits suivants à travailler comme jamais auparavant. Dans sa chambre d'hôtel sordide, elle transforma le sol en atelier. Elle acheta de grandes feuilles de papier, des pigments, des pastels. Elle n'avait pas les moyens d'acheter de grandes toiles, mais qu'importe, elle travailla sur sa série, les détails du cœur, avec une maturité nouvelle. Elle redessina la lumière des phares, mais cette fois, la lumière était plus complexe, nuancée, pleine d'ombres et d'espoir. Elle dessina la texture d'un manteau, des mains qui se frôlent, le plan d'un musée norvégien, une toile recouverte de blanc. C'était une œuvre à cœur ouvert. Le récit de sa chute et de sa reconstruction, l'histoire de sa rencontre avec cet homme qui l'avait sauvée, perdue, puis retrouvée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Elle envoya son dossier de candidature, sans grand espoir, mais avec le sentiment du devoir accompli. Quelques semaines plus tard, un email officiel de la ville de Lyon arriva.
Son projet avait été retenu. Elle était sélectionnée pour l'exposition inaugurale. Le jour du vernissage, Élise se tenait au milieu de la galerie rénovée. Le lieu était méconnaissable et pourtant si familier. Les murs avaient été restaurés, le parquet magnifiquement refait, mais l'âme du lieu, la lumière magique qui tombait des hautes fenêtres sur la Saône, était intacte, plus belle que jamais. Ses œuvres étaient accrochées sur le mur principal, une série de grands dessins qui racontaient leur histoire sans un mot. La foule se pressait, admirative. Des critiques d'art prenaient des notes, des amis qu'elle n'avait pas vus depuis des années venaient la féliciter. Elle se sentait à sa place, entière, vivante. Puis, au milieu de la foule, elle le vit. Il se tenait près de l'entrée, un peu en retrait, comme la première fois à la gare. Il la regardait, un mélange d'appréhension et d'admiration dans les yeux. Il n'avait pas cherché à la contacter depuis son geste. Il lui avait laissé l'espace, le temps de revenir vers lui, si elle le voulait. Il était venu ce soir, non pas en tant que mécène, mais en tant que simple visiteur, attendant son verdict. Leurs regards se croisèrent par-dessus la foule. Le bruit, les conversations, tout s'effaça. Lentement, elle se fraya un chemin jusqu'à lui. Arrivée à sa hauteur, elle resta silencieuse un instant. Il n'y avait pas besoin de mots. Tout avait été dit, par son geste à lui, par l'art d'Élise. L'exposition s'appelle « Les détails du cœur », dit-elle doucement, un léger sourire aux lèvres. C'est l'histoire d'un homme qui est entré dans ma vie, sous la pluie, et qui a décidé de rester, même quand le soleil est revenu. Un immense soulagement se peignit sur le visage de Gabriel. Il tendit la main, non pas pour la toucher, mais comme pour lui montrer quelque chose. Au mur, à côté du cartel qui présentait la série d'Élise, une petite plaque de laiton avait été vissée. Elle y lut une inscription. « La beauté n'est pas un luxe, mais une nécessité. Elle est le dialogue entre l'âme d'un lieu et le cœur des hommes. » C'était une citation de son père, la véritable essence de son héritage. Élise releva les yeux vers lui. Elle vit dans son regard tout l'amour, tout le respect et toutes les promesses d'un avenir à construire, non pas sur des compromis, mais sur des convictions partagées. Elle comprit enfin. Gabriel n'avait pas seulement été un hasard, un sauveur providentiel. Il était l'ange que le destin avait placé sur son chemin, non pas pour la sauver d'elle-même, mais pour lui donner la force de se sauver elle-même. Il était venu la chercher quand elle était perdue, mais c'était pour lui apprendre à trouver son propre chemin. Il ne l'avait pas vue comme une femme blessée à réparer, mais comme l'artiste qu'elle était, comme la femme qu'elle méritait d'être. Une femme digne d'être aimée, pour de vrai. Elle glissa sa main dans la sienne. Leurs doigts s'entrelacèrent, naturellement, comme s'ils avaient toujours été faits pour se trouver. Dehors, la nuit tombait sur Lyon, et les lumières de la ville commençaient à scintiller sur la Saône. Un nouveau chapitre de leur vie commençait, bâti sur les ruines du passé, mais illuminé par la promesse d'une beauté partagée.